Ok, merci Nicolas, bonjour à tous. L'idée aujourd'hui était de pouvoir vous réunir dans un cadre, comme le disait Nicolas, un petit peu différent de ce qu'on peut avoir habituellement, d'intervenir aussi au nom de la direction, on va dire. Alors vous allez me dire, le président n'est pas là puisqu'on me le dit assez régulièrement, mais dans les faits, on échange et le club échange très très régulièrement et journalièrement avec lui, bien évidemment, il est au courant de tout, il prend les décisions, bien sûr, et là l'idée était de pouvoir intervenir aussi face à vous pour faire un point d'étape par rapport à la saison, plus généralement par rapport au projet du club qu'on mène depuis un certain nombre d'années, pouvoir répondre à des questions et pouvoir peut-être rebondir sur un certain nombre d'éléments ou d'informations qui peuvent nous venir parfois du grand public en nous disant quel est le projet, on en est où, puisque on le sait tous. Le groupe professionnel, la Ligue 2, c'est le porte-étendard du club, donc souvent pour le grand public, ça peut parfois se résumer surtout aux résultats sportifs, alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi mises en place, on va dire, à l'arrière-boutique, et qui sont importants pour la structuration, le développement du club à long terme. Donc c'est l'objectif de pouvoir échanger sur ce sujet-là. Comme le disait justement Nicolas, on a quelques slides simplement pour avoir petite ligne directrice sur la présentation, mais n'hésitez surtout pas à interrompre, à poser des questions au fur et à mesure sur les sujets qui peuvent vous intéresser. L'objectif, c'est que ce ne soit pas simplement un cours ou une présentation, ça n'a aucun intérêt, c'est vraiment de pouvoir échanger, de répondre aux questions et d'essayer de le faire de manière très transparente et sincère pour vous donner le maximum d'éléments sur la situation actuelle. Les questions peuvent aussi parler, on va parler un peu du passé, entre guillemets, tout ce qu'on a pu mettre en place, parce que je pense que c'est important aussi, à un moment donné, de pouvoir présenter tout ce qu'on a pu faire pour se dire d'où on vient, où on va et ce qui reste encore à faire dans des conditions aujourd'hui qui sont aussi assez différentes de celles qu'on a connues au moment de notre arrivée sur un certain nombre de sujets, notamment l'aspect financier, on pourra y revenir. On pourra parler de l'aspect financier, bien évidemment, je sais que c'est un sujet qui est toujours important, qui revient de manière régulière. Donc tout ce qui concerne le club directement, le Clermont Foot, je pourrais normalement y répondre sans problème. Voilà un petit peu les grandes lignes. Vous n'avez pas de questions en particulier sur le modèle, le format, ça vous convient? En sachant que s'il y a des sujets que je n'aurais pas abordés dans la présentation, à la fin, on pourra bien évidemment aborder les sujets qui vous intéressent. Le premier point que vous voulez mettre en avant, c'est simplement les objectifs sur la fin de saison. On va dire vis-à-vis de l'ensemble du club, on a déterminé 2 objectifs qui sont clairs. Il y en a un, c'est pas un scoop, c'est bien évidemment le maintien en Ligue 2 de l'équipe professionnelle. Ça reste absolument central et important pour le club. L'objectif, c'est de pouvoir se maintenir et d'essayer de se maintenir sans passer par les barrages. Ça tient à cœur à beaucoup de joueurs, notamment les joueurs qui étaient présents l'année dernière. Ils savent que d'être allé jusqu'au barrage, ça a aussi un certain nombre de contraintes, au-delà de l'aspect pression qu'il peut y avoir. Ça fait 15 jours de départ en vacances un petit peu plus tard. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte, mais ils n'ont pas envie de revivre ça. Donc il y a déjà quelques semaines, quand on s'est rendu compte que notre championnat serait vraiment le championnat du maintien, on les a quand même entendus de manière très claire se dire qu'il faut absolument qu'on se maintienne directement, qu'on évite le barrage. Alors ça ne veut pas dire que si malheureusement on se retrouve au barrage, on ne va pas le jouer à fond. Mais en tout cas, c'est dans l'état d'esprit à la fois du club et des joueurs de ne pas vouloir revivre ce barrage-là. C'est quelque chose qui est important pour les joueurs. Et l'idée du maintien en Ligue 2, c'est pour nous aussi de pouvoir se maintenir tout en continuant le projet qu'on a mené, c'est de pouvoir continuer l'intégration et le temps de jeu aussi pour les jeunes joueurs. Alors pas de le faire de manière démesurée, parce qu'on n'attend pas non plus que tous les jeunes viennent à maintenir un club de la taille de Clermont en Ligue 2, mais on se rend compte qu'on en a un certain nombre qui sont arrivés l'année dernière au moment du barrage pour nous donner un coup de main et qui nous ont aidés à nous maintenir. Et puis un certain nombre de jeunes joueurs aussi cette année qui peu à peu ont pris leur place, pour certains qui n'étaient pas obligatoirement prévus dès le début de saison, mais qui ont démontré des qualités et puis finalement qui se sont installés, qui enchaînent pour certains des titularisations. Donc c'est toujours l'objectif, puisque c'est un projet de fond, mais de se maintenir sans renier non plus la place qu'on fait aux jeunes. Ça, c'est un objectif qui est assez clair. Et puis de continuer un petit peu le projet de jeu, philosophie de jeu, qu'on avait quand on regarde les matchs en partie de la saison dernière, qu'on avait un petit peu perdu, ce projet de jeu qu'on a mené pendant des années sous l'égide de Pascal Gatien,
qui est un projet de jeu de possession, d'essayer d'avoir une typologie de jeu spécifique sur laquelle on a développé et irrigué à la fois le centre de formation, la préformation, l'école de foot également, mais d'essayer de retrouver ce projet de jeu-là. Alors on a encore du travail, mais on voit quand même par rapport à la saison dernière quelques axes aussi un peu d'amélioration de ce côté-là. On ne maîtrise pas encore l'ensemble des phases offensives, défensives dans ce projet de jeu-là, mais l'idée de pouvoir continuer aussi parce que tous les jeunes du centre de formation ont été, entre guillemets, développés et formés avec cette méthodologie et ce projet-là. Donc pour qu'ils puissent s'épanouir au niveau dessus, c'est aussi bien qu'ils puissent continuer à avancer. Donc pour nous, c'est important de se maintenir sans renier un petit peu ce qu'on souhaite mettre en place, ce qu'on a mis en place depuis des années dans le jeu, et de pouvoir maintenir l'intégration des jeunes joueurs. Et puis, quand on parle de jeunes joueurs, on peut parler aussi notamment de Sébastien Mazera. C'était l'occasion de dire aussi les candidatures, c'est aujourd'hui, la date limite, donc on renvoie une candidature pour le BEPF. On avait essayé en fin de saison dernière de l'inscrire, mais les candidatures sont avant la fin de saison, puisque vous voyez que c'est le 25 mars. Donc il y a une candidature qui est envoyée pour Sébastien Mazera. Ce qui ne veut pas dire obligatoirement que l'année prochaine, Sébastien prendra la tête de l'équipe, mais c'est qu'il est inscrit dans un cursus aussi de développement où il a connu toutes les étapes au sein du club. Il a eu le plus haut diplôme de formation, le BEFF, et que désormais, nous, on souhaite l'ancrer pour que, à terme, il puisse aussi continuer à apporter sa plus-value. Et puis aussi, ces formations-là, c'est les formations du haut niveau, c'est le diplôme professionnel qui est reconnu même au niveau international comme étant vraiment un diplôme de grande valeur. Et donc l'idée, c'est de continuer avec Sébastien à ce que lui puisse se former, à acquérir un maximum de compétences pour avancer aussi sur ce projet-là qui mène. C'est un enfant du club, c'est un Auvergnat. On a envie de continuer avec lui également. Donc c'était l'occasion de vous dire que son dossier de candidature est déposé. Maintenant, on verra s'il est retenu. Mais en tout cas, on est dans les temps cette année le concernant. Voilà un petit peu pour les objectifs de fin de saison. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières sur ce point-là avant de passer au point suivant. L'objectif également au centre de formation, c'est bien sûr d'atteindre les playoffs. Alors pour les U19, on peut dire que c'est déjà fait, puisqu'on a 12 points d'avance à 4 matchs de la fin, avec un goal average très différenciant, donc on peut se dire qu'on y est. Après, il y a quand même un objectif important, c'est d'essayer de finir premier, et de maintenir ces points d'avance pour avoir la capacité de recevoir au match d'écart et éventuellement, mais bon, on ne va pas tirer un petit peu trop en avance, mais de recevoir aussi en demi-finale. Donc on est quand même dans une tendance favorable sur les U19 qui font une superbe saison. Et le U17, on a aussi 9 points d'avance à 4 journées de la fin. Alors on va jouer contre certains de nos concurrents directs, donc on va aussi essayer d'obtenir les playoffs en terminant premier idéalement. Après il y a les 2 meilleurs deuxièmes qui peuvent se qualifier également, mais l'objectif est également de rester, de maintenir les playoffs, de finir premier. Si on finit premier, on sera amené aussi à recevoir, ce qui peut faire, si on a les 2 équipes qualifiées, peut-être une belle fête le 17 mai à Clermont, en sachant que c'est la première fois de l'histoire qu'une équipe de Clermont Foot serait qualifiée pour des playoffs. Donc ça démontre quand même que sur la partie formation, on pense que la ligne directrice qu'on a mise en place, les investissements qui ont été développés portent leurs fruits, même si là on parle de contenu collectif, quand on parle des U19, des U17. Après, l'objectif de la formation, c'est aussi le développement individuel des jeunes joueurs, mais on pourra y revenir un petit peu après. Mais l'objectif, c'est de pouvoir continuer à développer individuellement les jeunes joueurs, et puis de se dire que collectivement, on arrive à créer des aventures. On a eu la chance d'aller en finale de Grand Bardella en 2023. On voit aujourd'hui beaucoup, finalement. On ne pensait pas qu'il y en aurait autant, mais tant mieux. Il y en a beaucoup qui, à la fois, sont passés pro, mais avoir un contrat pro, c'est une chose, mais de se retrouver sur le terrain, d'avoir du temps de jeu, et de plus en plus, c'est aussi une autre étape. Donc on en a beaucoup. Et je pense que ces aventures-là, ça permet, de placer la formation et le club sur la carte des centres de formation français, parce qu'on est quand même un centre de formation très jeune par rapport à beaucoup d'autres. Donc c'est important peu à peu d'avoir une crédibilité quand on vient à séduire les familles, les joueurs, les agents, quand ils doivent faire un choix. Alors on est encore très loin bien évidemment de certains centres de formation importants, mais tout doucement je pense qu'on grappille et qu'on avance de ce côté-là. Il y a un sujet qui est important pour nous aussi, c'est la scolarité. C'est vraiment un sujet qui est d'envergure, où là on a le maximum d'étoiles au classement de la Fédé sur un modèle qui est un modèle un petit peu particulier, dans le sens où on a fait le choix, pour des raisons aussi d'équilibre un peu social, de développement des personnalités des hommes, de
laisser nos joueurs dans les écoles, les lycées concernés, et pas de faire une école technique privée où on est un peu en vase clos, mais pour qu'ils puissent être avec des jeunes garçons et des jeunes filles dans leur classe au quotidien qui ont d'autres centres d'intérêt que le football, donc ce qui leur permet aussi de se développer, de trouver un équilibre, et ça c'est important pour nous. Ça nécessite aussi pas mal d'aménagement, parce que comme aujourd'hui on avance bien sur le centre de formation, on a de plus en plus de jeunes joueurs. Ils sont de plus en plus jeunes à venir soit avec l'équipe réserve à l'entraînement, soit même avec les pros. Ça veut dire qu'on se retrouve avec des joueurs qui n'ont encore pas le bac et qui parfois montent avec les pros faire des entraînements ou l'équipe réserve. Donc on doit avoir des aménagements horaires, et on a un partenariat qui est assez unique en France avec le rectorat sur des cours externalisés pour rattraper les cours. C'est le cas aussi quand on a des joueurs qui partent en sélection. On a vu à l'époque Mohamed Amin Mouchena qui était parti en Coupe du Monde U17 en Indonésie. Ça veut dire que pendant un mois, en plus l'année du bac, il loupe complètement un mois de cours dans un lycée traditionnel. Quand on est en école technique privée, on peut gérer un petit peu le timing. Là, il a loupé ses cours dans le lycée, donc on a fait tout un travail avec le rectorat pour avoir des profs agrégés qui viennent rattraper les cours et de coordonner l'état d'avancement des suivis des programmes. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants et qui démontrent qu'on arrive à obtenir aujourd'hui des résultats, y compris sur l'équipe professionnelle. Donc voilà un petit peu sur les objectifs de fin de saison. Après, l'objectif central pour nous reste quand même, et ça va un petit peu plus loin, ça va à l'école de foot, ça va à la préformation, ça reste quand même de développer des jeunes hommes ou des jeunes filles pour les féminines qui ont des qualités au niveau sportif, mais qui sont des personnes qui vont avancer au niveau scolaire, parce que le foot peut parfois être éphémère, soit sur une blessure, soit sur des jeunes joueurs qui se retrouvent à ne pas passer le cap pro. Et donc c'est aussi notre responsabilité d'arriver à les mener le plus haut possible, ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'ils ont un vrai projet branché foot, et d'arriver à les motiver et à les amener jusqu'à l'obtention du bac, ce qu'on arrive à faire chaque année. Ça reste quand même pour nous assez central aussi, et dans notre responsabilité. Donc voilà un petit peu la partie liée aux objectifs des pros et du centre. C'est l'occasion de rebondir sur la question de la formation, hein, comme je l'ai dit. Nous, la formation, ça part, c'est vraiment le projet, l'élément initial. Quand on est arrivé, il y avait deux éléments qui étaient importants. La capacité à placer la formation au cœur du projet, parce qu'on pense qu'on a un bassin de population qui méritait de pouvoir continuer à être irrigué sur une philosophie de foot et ainsi de suite. Et Pascal, à l'époque, avait fait beaucoup de choses avec les clubs partenaires pour arriver à développer ça et pour mettre en place un foot qui soit un foot plutôt un peu plus technique, etc., au niveau de l'agglomération et de l'Auvergne de manière plus générale. On a aussi une proximité avec des bassins de population qui peuvent être intéressants, comme le bassin lyonnais notamment. Et on voit qu'on a des joueurs qui sont issus du bassin lyonnais, comme Mathis Delavin, comme Enzo Cantero notamment. Et donc c'est un bassin qui est un bassin aussi intéressant à travailler, avec la proximité pour que les enfants restent aussi connectés assez régulièrement à leur famille, les parents qui suivent lorsqu'il y a des matchs le week-end, etc. Ça, c'est aussi un équilibre qui est vraiment important. La formation est le premier point. Le deuxième point qu'on verra, c'est aussi les infrastructures, de se dire qu'on avait par rapport à un certain nombre de clubs de Ligue 2 et bien évidemment encore plus de Ligue 1, un peu de déficit en termes d'infrastructures pour arriver à ancrer le club pour plusieurs années dans un schéma de développement qui soit relativement structuré. La formation, c'est passé par plusieurs étapes. Alors si on prend par les catégories, l'école de foot, on a beaucoup travaillé sur le recrutement d'éducateurs. Alors ça en partenariat avec l'association, puisque l'école de foot est portée par l'association, mais de pouvoir recruter des éducateurs qui ont une sensibilité à la pratique du foot qu'on souhaite mettre en place. Je parlais de l'aspect technique, de la compréhension du jeu, de l'intelligence du jeu, des déplacements et ainsi de suite. Et donc ça, je pense qu'on avance quand même bien. On a pris certaines décisions à un moment donné, nos U11, de les sortir du championnat, parce qu'ils étaient parfois dans un championnat où ils surdominaient, donc ils se retrouvaient moins dans la difficulté. On a fait le choix aussi de sortir les U13 du championnat. Donc nos U12 jouent en U13, on a sorti les U13 du championnat pour pouvoir débuter avec un an d'avance le foot à 11, parce qu'on pensait que ça n'avait pas d'intérêt, entre guillemets, un championnat à l'époque de district, de surdominer, entre guillemets, sur du foot à 8, et donc d'anticiper le foot à 11. Donc on a notre équipe U13 joue uniquement des matchs amicaux contre un certain nombre de clubs qui peuvent venir à la fois de la région parisienne, mais aussi de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour participer à des matchs U11. Donc on travaille avec un petit peu d'avance de ce côté-là. Donc on a pris un certain nombre de décisions pour essayer de faire avancer l'école de foot, et puis d'améliorer par la qualité des éducateurs et la qualité du recrutement aussi, parce que l'idée pour nous, on se dit,
On travaille en partenariat avec les clubs partenaires, c'est vraiment important, mais l'idée c'est de pouvoir se dire qu'en réunissant les meilleurs joueurs au sein des mêmes effectifs, ça les tire nécessairement vers le haut. Si on prend un exemple, sur une génération de 15 bons joueurs, on va dire dans la grande métropole un peu élargie, de se dire qu'il y a un très bon joueur dans chacune des équipes, ça va nécessairement un petit peu moins le tirer vers le haut que de les réunir ensemble et d'être amené à avoir des oppositions face à des équipes d'un certain niveau également, et puis des entraînements avec du contenu, avec de l'adversité où les joueurs sont obligés de continuer à se développer, de ne pas jouer uniquement sur leur qualité parce qu'ils trouvent une certaine opposition et de devoir développer d'autres choses. Donc c'était l'optique aussi, avec beaucoup de relations avec les clubs partenaires notamment. Donc voilà pour la partie école de foot. On a travaillé aussi la préformation qui était un chantier important puisque ça fait maintenant la 3e année où on a une section élite en préformation. Donc c'est U14 et U15, l'équivalent de 4e et 3e sur la partie scolaire. Pourquoi on a fait le choix d'aller sur la préformation, qui est un cahier des charges de la Fédé qui est assez lourd, où dedans il y a un cahier des charges avec médecin, kiné, psychologue, préparateur physique, 2 éducateurs à temps plein, un responsable qui est le plus haut niveau BFF, un responsable de section également. Donc c'est un budget qui aujourd'hui aussi entre 350 et 400 000 euros annuels. L'objectif c'était quoi? C'est de se dire qu'on ait 2 éléments. Un, la capacité, avec le cahier des charges, de pouvoir accueillir au mieux les jeunes joueurs et de continuer à les développer pour avoir un maximum de jeunes joueurs du secteur qui puissent rentrer au centre de formation après, dès les U16. La deuxième partie, c'est qu'on a la capacité de pouvoir aller recruter des joueurs de manière un petit peu plus élargie. La barrière des 50 km qui existe permettait par exemple, ne nous permettait pas de faire rentrer un jeune joueur de Moulins ou de Montluçon qui, de manière assez naturelle, pourrait venir à Clermont dès les U14 et les U15. Et face à nous, on avait Saint-Étienne ou on avait Lyon, qui ont cette section élite-là, et donc on avait parfois des jeunes joueurs, même du bassin clermontois, qui pouvaient partir à Saint-Étienne ou à Lyon dès les U14 ou dès les U15, et puis un jeune joueur de Montluçon ou de Moulins qui naturellement pourrait venir pour une question de proximité à Clermont, mais qui partait par exemple à Saint-Étienne. Et donc l'idée c'était de pouvoir élargir un petit peu notre zone de recrutement, sans se dire que sur chaque génération, soit sur 15-16 joueurs, on va en prendre 13, 14, 15 du bassin lyonnais. L'objectif c'est d'avoir entre 3 et 5 joueurs par génération qui potentiellement peuvent venir d'un bassin un petit peu plus élargi, mais de continuer à travailler le bassin, le grand bassin clermontois. Quand je parle de Clermont, ce n'est pas uniquement l'agglomération, la métropole de Clermont, mais un petit peu plus élargi, pour continuer à faire avancer un peu le foot auvergnat et de se dire qu'on a un maximum de jeunes joueurs qui vont ensuite basculer sur le centre de formation pour ne pas aller chercher des joueurs dans d'autres régions ou la région parisienne, non pas que ce soit bien ou pas bien, mais on pense qu'on a cette responsabilité-là aussi. Et il y a une raison qui est assez simple, une raison qui tient à des statistiques, qui sont des statistiques françaises, mais pas uniquement des statistiques allemandes, où c'est assez clair qu'au niveau des centres de formation, il y a plus de 2 fois plus de chances de réussir quand on est dans un environnement proche, un environnement régional, que quand on est complètement délocalisé pour les jeunes. Pourquoi? Parce que l'équilibre de vie de famille est quand même impacté. C'est-à-dire que quand on parle U14, U15, ils ont 13 ans. Ils rentrent en 4e. Quand ils viennent à être à l'internat, au centre de formation, c'est à 15 ans. Ça veut dire que quand on a un centre de formation, qu'on vient de la région parisienne, on arrive le 1er septembre ou début septembre pour la rentrée, et puis c'est parti, il y a une semaine de vacances à la Toussaint, et puis une semaine à Noël, mais le reste c'est un cycle permanent, où les week-ends on ne rentre pas parce qu'on va jouer avec les U17 nationaux à Nice, à Monaco, et ainsi de suite. Donc en fait, les enfants sont quand même assez coupés de leur famille pendant une longue période. La proximité permet aussi de garder un contact, soit parce que les parents ont la capacité de pouvoir venir les voir les week-ends, soit parfois parce qu'ils peuvent faire un retour un week-end ou sur 2 jours quand il y a une coupure que d'autres ne peuvent pas faire. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez clair, c'est une statistique qui a pas mal d'années désormais, qui mentionne qu'il y a plus de chances, 2 fois plus de chances de réussite pour les jeunes qui sont dans leur environnement familial proche et dans le bassin géographique. Donc c'est ça, pour nous, l'objectif de cette préformation-là, de faire en sorte que les meilleurs de la région s'entraînent ensemble, et puis qu'on puisse amener aussi du contenu très, très professionnel, avec un accompagnement, y compris sur le domaine médical, pour des jeunes joueurs qui peuvent avoir alors souvent des pathologies relativement similaires, mais c'est quelque chose qui est assez important, et parfois des blessures assez rares à cet âge-là, les joueurs qui
même plus jeune, à l'école de foot, on a un joueur qui s'est fait les ligaments croisés. Donc, moins de 13 ans, se faire les ligaments croisés, ça restera. Mais ça peut arriver. Donc, on a aussi cette responsabilité de pouvoir les accompagner. C'est un petit U11, par exemple, cette année, qui n'a pas joué de la saison parce qu'il s'est fait les ligaments croisés. Ce qui, à cet âge-là, reste quand même une blessure assez rare. Mais ça peut arriver. Donc, voilà, notre responsabilité, c'est de pouvoir les accompagner. Donc, ça, c'est la partie pré-formation. Et puis, la partie centre de formation, alors, c'est peut-être un petit peu plus visible que les autres parce que on l'a vu avec la Gambardella, mais l'idée en arrivant, c'était de pouvoir développer le budget du centre de formation. Pourquoi ? Parce que, le budget permet d'aller étayer un petit peu tout le staff technique, donc en amenant analyse vidéo, en amenant un préparateur mental, ce qui pour moi est absolument indispensable sur des jeunes de 15, 16, 17 ans qui découvrent à la fois parfois l'éloignement familial et géographique, qui découvrent aussi la concurrence qui peut exister, les déplacements. Bon, bref, il y a une question d'équilibre aussi dans les têtes qui est important. Et puis de pouvoir aussi sur le centre de formation arriver à recruter les meilleurs joueurs dans nos possibilités. On sait parfaitement que les top joueurs français vont se retrouver dans les grands centres de formation, mais de pouvoir peut-être travailler sur des profils de joueurs un petit peu différents, que d'autres recherchent moins, peut-être parfois un petit peu moins athlétiques que d'autres centres de formation, mais qui offrent d'autres possibilités, qui mettent peut-être un petit peu plus de temps à se développer, mais on n'est pas pressé. C'est pas parce qu'un joueur n'est pas prêt maintenant, tout le monde veut que les joueurs soient prêts très très rapidement, mais l'objectif c'est qu'à un moment donné, on puisse l'amener jusqu'en haut et qu'il puisse développer un certain nombre d'éléments. Donc c'est ça aussi pour nous l'objectif, de trouver un équilibre dans le recrutement. Donc le recrutement, ça fait partie aussi du développement du budget parce que on s'est retrouvé avec 2 recruteurs de plus. Ça permet de balayer beaucoup plus les zones géographiques intéressantes, d'être encore plus fin, de séduire les familles et ainsi de suite. Donc c'était l'objectif du développement du budget. On a quasiment triplé le budget entre le moment où on est arrivé et la situation actuelle. Et puis ça permet aussi où les fois où on est en concurrence, et ça arrive quand même assez régulièrement, de proposer à des joueurs, donc dès qu'ils arrivent en U16, il y a 2 possibilités. Soit on leur propose ce qu'on appelle une convention de formation, donc c'est simplement une convention qui est signée avec le joueur pour une durée de 1, 2 ou 3 ans, où le joueur signe un engagement et nous on signe un engagement aussi, l'engagement de le loger, de le nourrir, de lui payer ses études, etc. Mais il ne reçoit pas de rémunération. Et puis sinon, il y a le contrat aspirant, dont vous avez déjà entendu parler, qui est sur un premier cycle de 3 ans quand ils arrivent, donc l'équivalent de seconde, première, terminale, où là il y a un engagement aussi financier, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans un système un peu entre guillemets d'alternance. Ils ont une petite rémunération qui est de leur fonction Ligue 1, Ligue 2 autour de 300-400 euros, mais qui est quand même un engagement financier avec les charges sociales sur une durée de 3 ans. Donc le développement du budget du centre de formation nous a permis aussi d'aller chercher des joueurs en proposant des contrats, soit des contrats aspirants, soit après, c'est-à-dire après la phase bac, entre guillemets, le contrat stagiaire, qui est les 2 ans supplémentaires, pour à la fois séduire des jeunes joueurs quand on est en concurrence avec d'autres centres, au moment de leur arrivée sur les aspirants, ou alors de garder des jeunes joueurs qui sont peut-être encore pas pour nous tout à fait prêts pour avoir un contrat pro, avec ce contrat stagiaire qui est un contrat intermédiaire par lequel sont passés beaucoup de jeunes joueurs, Ilan Fakili, Enzo Cantero, Mathis Denavin et bien d'autres. Donc c'était ça aussi l'objectif du développement du budget du centre de formation, où, comme je le disais, les résultats ont permis de voir que la Gambardella a permis de placer sur la carte aussi le club sur le foot de jeunes. C'est quand on va voir les familles, essayer de les séduire, quand on est en concurrence avec d'autres clubs, c'est un élément qui est en central, et j'espère que espérons-le, ces 2 qualifications en play-off, c'est encore une étape dans le travail qu'on met en place au niveau du centre de formation. Donc je pense que c'est l'occasion aussi pour moi et on ne le fait peut-être pas suffisamment souvent, mais de féliciter aussi le travail qui est réalisé par les équipes de formation, que ce soit des tout petits jusqu'au centre de formation, parce que je pense qu'on a quand même bien avancé de ce côté-là ces dernières années. Donc c'est important aussi de mettre en valeur ce travail-là, ce travail qui est un travail d'équipe avant tout. Après, 2 autres points sur la partie formation, peut-être à mettre en avant. J'en ai parlé un peu, les clubs partenaires. Quand on est arrivé, il y avait un certain nombre de clubs partenaires, mais il n'y avait pas nécessairement beaucoup de connexions avec. Là, aujourd'hui, notre travail, ça a été aussi d'essayer de se mettre beaucoup plus en contact avec eux, d'avoir des échanges plus réguliers, d'expliquer aussi le projet qu'on mène, parce que
certains clubs partenaires, et je peux les comprendre aussi, je viens du foot amateur, se disent, ce qu'on pouvait entendre, c'est nous, on nous pille. Un gamin qui a 11, 12 ans ou 13 ans, qui est dans un club amateur de la région, si on vient le chercher pour lui proposer de rejoindre le Clermont Foot, forcément, il sera intéressé par rapport à l'aura du club professionnel pour nous rejoindre. Mais la perception des clubs amateurs de la région était de se dire on vient nous piller nos joueurs parce que, et c'est assez naturel, l'éducateur U12 qui a son meilleur joueur de loin, qui parfois lui fait gagner ses matchs et ainsi de suite, et qui l'amène aux entraînements à une plus-value, se retrouve à se dire l'année prochaine je l'aurais pu, c'est quand même dommage. Donc il y a toujours une forme de frustration. Donc l'idée pour nous, c'était aussi de beaucoup travailler pour expliquer que il y a l'intérêt aussi du jeune joueur, et de lui offrir la possibilité de nous rejoindre, c'est aussi de lui offrir la possibilité de s'entraîner avec d'autres joueurs autour de lui d'un certain niveau, donc de lui permettre encore de passer des étapes. Et on sait aussi, on a fait des statistiques de ce côté-là, assez rapidement après notre arrivée, on sait aussi que tous les joueurs ne réussiront pas, c'est-à-dire n'arriveront pas à rentrer au centre de formation et à être pro derrière. Donc en fait, on rebascule aussi pas mal de joueurs qui sont passés par chez nous pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans et qui reviennent dans le foot amateur auvergnat et qui, on va dire, irriguent, et on espère avoir participé, nous, à les former, à les développer pour que, alors c'est un travail de très longue haleine, mais pour qu'à terme, les clubs amateurs puissent continuer peut-être à évoluer. Alors dans les championnats qui sont de plus en plus difficiles avec la réforme, on parlait de la N2 ou de la N3, on voit des clubs comme Chamalières se battre pour se maintenir en N3, mais parce que c'est un championnat qui est de plus en plus difficile. Il y a aussi cet aspect-là, donc c'est beaucoup de communication et d'échanges aussi avec ces clubs partenaires, où on met en place des opérations aussi parfois sur l'aspect technique, où on leur présente un petit peu comment on travaille, où on a parfois des éducateurs qui viennent à la rencontre de nos équipes techniques également. Donc c'est un travail de fond qui au début n'a pas toujours été facile à mener parce qu'il y a beaucoup de pédagogie à mettre en place. Mais je pense que tout le monde aussi a compris que c'est aussi l'intérêt parfois des jeunes joueurs et de leurs familles de pouvoir nous rejoindre. Puis le dernier élément qu'on a mis en place qui est peut-être un petit peu moins visible, c'est de se dire que le contact pour nous qu'on pouvait avoir avec les jeunes de la région, ou les clubs partenaires de la région, je parle de la région vraiment de l'Auvergne, était souvent dans un sens, c'est-à-dire pour ceux qui voulaient venir, ils venaient voir le match, et c'était venez nous voir. Là, on a voulu mettre en place quelque chose qui nous permette d'aller dans les territoires. Donc on a créé le Clermont Foot Tour, qui est un tournoi dédié au U11, qui aujourd'hui commence à avoir une certaine, on va dire, notoriété de manière globale, et on se rend compte qu'on va dans les territoires pour aller à la rencontre des jeunes U11 et des clubs partenaires, avec deux objectifs. Un, d'exporter un peu notre image, le club, ce qui est important, de manière assez large, on va jusqu'à Guéret par exemple, etc. Et puis aussi, pour nous, en termes de recrutement, d'avoir un œil, une visibilité sur les jeunes joueurs, sur un âge U11 où on commence à avoir quelques prédispositions, et de se dire, dans la région Auvergne, on doit aussi être un acteur qui est remarqué, qui est connu, et on doit commencer à nouer des contacts avec les jeunes directement dans leur environnement pour que le jour où les Toumailleurs se retrouvent à se dire je dois faire un choix entre peut-être Saint-Étienne, Clermont ou d'autres endroits, il y a déjà des connexions avec Clermont, que naturellement ils viennent à Clermont parce qu'ils habitent à 1 heure d'ici, 1 heure et demie d'ici ou 2 heures d'ici, que ce soit un sens naturel. Donc on a mis en place ce projet-là qui est assez intéressant, avec une finale qui se joue une phase finale qui se joue sur le terrain du Montpied, avec 2 qualifiés par territoire, sous la forme de futsal, pour aller dans les territoires. Pour nous, ça fait partie aussi du travail qu'on met en place autour de la formation. Il y a à la fois l'image du club, la détection, le recrutement, mais aussi de manière plus générale, la formation et les connexions. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur la partie formation, en sachant que là, on va dire que pour nous, ce qui nous laisse à penser qu'on est dans une bonne dynamique, et ce qu'on a mis en place est plutôt intéressant, c'est quand on compare sur cette saison-ci, la saison 2020-2021, le nombre de joueurs sur l'effectif pro issus du centre de formation, et puis ceux qui sont arrivés en post-formation. On avait 4 joueurs issus du centre de formation, même si certains ont connu qu'une petite partie du centre de formation, parce qu'ils étaient là depuis plus longtemps, avant que le centre de formation ouvre. Et puis la post-formation, ça fait 4 joueurs de la formation et 3 de la post-formation. Sur l'effectif de cette année, on a quand même un nombre de joueurs issus du centre de formation et de la post-formation sensiblement plus élevé. Et pour nous, c'est assez important. On va parler après d'aspect financier également. C'est un investissement de longue haleine, puisqu'on sait que quand on investit sur un centre de formation, avant que les premières générations suivies, ça met beaucoup d'années. Bon, là, on se retrouve
peut-être avec une génération 2005-2006 qui est la génération Gambardella qui est peut-être un côté un petit peu exceptionnel en termes de nombre, mais on se rend compte également que les U19 ou les U17 cette année, il y a quand même des joueurs intéressants aussi dans les effectifs. Donc l'idée, c'est de pouvoir poursuivre dans ce sens-là et d'arriver à continuer à maintenir la formation au cœur de notre projet. Je ne sais pas si vous avez des questions liées à la formation en particulier. Le budget du centre de formation. Aujourd'hui, centre de formation, le fonctionnement du centre de formation en lui-même, c'est autour de, suivant les années, entre 2,2 millions et 2,5 millions annuellement. La préformation est entre 350 et 400 000 euros, la partie U14, U15. Donc, ce qui fait un budget de formation de l'ordre de 2,7 millions, un peu moins de 3 millions d'euros si on résume sur la partie formation. Le parcours des U19 et U17 a fait que les meilleurs éléments vont être marqués. Est-ce que vous avez l'assurance de pouvoir les garder ou il va falloir batailler ? L'assurance, on l'a jamais, puisque ça dépend des contrats. Sur les 2007, par exemple, on n'a aucun contrat stagiaire en cours. Donc ça fait partie d'échanges qu'on a avec les familles, les entourages. Bon, la vraie question qui va se poser pour eux, c'est de se dire, est-ce que je préfère continuer dans un environnement que je connais, dans un club qui me connaît aussi, dans un club qui offre la possibilité à des jeunes joueurs de s'épanouir et d'aller jusqu'au plus haut niveau, est-ce que je prends le risque de partir dans un nouvel environnement, de devoir refaire mes preuves peut-être différemment? Ça, c'est toujours une question de sujet. Donc, il y a l'appréhension du joueur en lui-même, de son entourage, qui va avoir nécessairement un impact. C'est certain que le fait qu'on obtienne des résultats significatifs, les joueurs sont plus exposés. Après, on peut prendre des exemples précis. Sur ces joueurs de cette génération 2005-2006, on était sûr de rien non plus. Quand on a Enzo Cantero qui avait un an de contrat pro et qu'on expose jusqu'en Ligue 2 et qui réussit en Ligue 2, il aurait pu très bien dire écoute, moi à la fin de l'année je peux signer où je veux. Il y a juste un montant d'indemnité de formation qu'on gardait qui aurait été versé, qui était très raisonnable pour n'importe quel club parce qu'il avait commencé à montrer des choses. Et finalement, il est resté avec nous. Et là, Chkone s'est retrouvé à jouer en étant stagiaire, donc on est absolument sûr de rien, fin de contrat stagiaire au 30 juin. Donc il y a une question à la fois de relation, de confiance dans la mise en place, mais on n'est pas à l'abri, comme on ne l'était pas pour les autres. On a le plaisir d'avoir vu que tous les 2005-2006 on a réussi à avancer avec eux dans un projet cohérent, on va dire. On n'est jamais à l'abri de certains départs. Maintenant, ça fait l'objet d'échanges avec les familles. On travaille dessus. Je pense aussi, moi sincèrement, quand je vois cette génération 2005-2006, et peut-être qu'avec les 19 et les U17, les playoffs, si on y arrive à avancer l'aventure, en fait, ça crée quelque chose. Il y a une forme d'attachement sur les 2005-2006, une forme d'attachement au club qui s'est créée parce qu'on a vécu une aventure ensemble, parce qu'on a eu la chance d'aller jusqu'au Stade de France, où on voit des installations incroyables. Il commence le match dans un environnement où il n'y a pas grand monde dans le stade, et puis à la fin du match, quand il commence à lever les yeux, ça s'est rempli pour la finale de la Coupe de France qui arrivait juste dans la foulée. Ça crée aussi, à mon avis, des choses. Alors il n'y a pas que ça qui rentre en ligne de compte, on sait aussi que des fois il y a l'aspect financier ou autre, mais on a réussi quand même avec cette génération-là à mettre en place de manière assez construite des choses. Il y a aussi le contact qu'on entretient, ou moins, avec les familles, c'est-à-dire que quand les jeunes joueurs arrivent à 15 ans, quand ça arrive régulièrement, quand je vais voir les matchs, de rencontrer les parents, de les saluer, de discuter avec eux pour les jeunes qui sont en U16, en U17, en U18. Donc c'est aussi ça, c'est une forme de confiance qui peut s'installer, ou parfois, parce que les jeunes joueurs sont un peu comme les professionnels, si à un moment donné on est sur le banc de touche, si on peut remettre en cause pas mal de choses. Donc voilà, on navigue un peu dans cet aspect-là. Et quid de l'avenir du centre de formation partagé là ? Oui, alors le centre de formation partagé, alors on sait que l'ASM Rugby va basculer sur One ASM. Le centre de formation partagé, pour nous, il est partagé à 50-50 avec l'ASM Omnisport, puisque la partie des espoirs dépendait de l'ASM Omnisport. Bon, là, ça va partir sur ASM One ASM. Donc, nous, finalement, nos installations en soi, telles qu'elles ont été construites initialement, on a nos propres vestiaires, l'ASM avait ses propres vestiaires, donc de ce côté-là, ça ne change pas, à voir les vestiaires de l'ASM, comment ils vont être utilisés. Il y a la grande salle de performance athlétique qui était une salle partagée qu'on continuera, nous, à utiliser. Et puis, les bureaux étaient, on va dire, séparés en deux. Donc, on va dire, aujourd'hui, nos locaux et les parties des locaux qui concernent le Clermont Foot ne sont pas du tout remises en cause. Après, l'ASM Omnisport est en train de travailler pour voir quels acteurs vont se retrouver dans cette partie-là, en sachant aussi pour nous
les contraintes, les obligations de sport professionnel. Hein. C'est sûr qu'il y a des activités qu'on ne peut pas nécessairement mettre avec nous, mais c'est des sujets sur lesquels on discute avec l'ASM Omnisport, mais pour le moment, à ma connaissance, il n'y a rien de validé chez eux. La seule chose, c'est que pour nous, finalement, hormis le fait qu'on aura pu un peu ces échanges qu'on peut avoir occasionnellement ou qu'on a pu croiser les jeunes joueurs de l'ASM Rugby régulièrement, notre environnement au sein du centre de formation reste le même, quoi. Oui. Ces joueurs qui sont formés à ce terme, en fait, l'idée là, c'est de former la base de l'équipe 1 avec ces joueurs-là, où finalement la question économique va se poser régulièrement et il y a quand même dans cette idée de formation une pérennité du budget pour l'équipe. Ouais, il y a les deux éléments, c'est-à-dire que nous, l'idée d'avoir un maximum de joueurs issus du centre de formation, c'est aussi, on le voit qu'il y a des déséquilibres économiques qui sont importants, c'est aussi la capacité à pouvoir générer des revenus futurs. Parce qu'aujourd'hui, la seule possibilité qui existe en termes de revenus pour équilibrer, c'est soit un apport de l'actionnaire chaque année, soit de générer des ventes de joueurs suffisantes pour arriver à équilibrer les comptes. Parce qu'avec les droits télé qu'on connaît, on est dans l'incapacité de générer des équilibres financiers quels qu'ils soient. Donc c'est aussi un élément économique qui rentre en ligne de compte. La deuxième chose aussi, c'est que même si on se retrouve à vouloir créer un groupe de joueurs issus du centre de formation comme étant un noyau à long terme de l'équipe, ça reste aussi compliqué. Pourquoi ? Parce que les joueurs, les joueurs en environnement, ils ont aussi des envies qui peuvent être légitimes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils se retrouvent, on a pu le voir avec Ilan Fakili en faisant une demi-saison, en montrant un certain nombre de choses, il s'est retrouvé avec un certain nombre de sollicitations cet hiver, plus ou moins réelles ou pas, suivant ce qui est paru dans la presse. Mais ça va vite en fait. Enzo Quintero, il a joué quelques matchs, on savait qu'il était sollicité, en plus en étant en fin de contrat. Donc, il suffit aujourd'hui pour un jeune joueur de faire quelques matchs, de marquer un ou deux buts ou une ou deux belles performances. Et Latchkone est dans le même cas. Latchkone, il y a des recruteurs de clubs étrangers qui, au bout de 4 matchs, étaient ici ou sur nos déplacements pour spécialement le superviser. Donc en fait, il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire que les joueurs sont aussi sollicités, se disent à un moment donné, j'ai une opportunité qui peut se présenter. Alors nous, on a le choix également, mais on sait qu'on est contraint par la partie financière. Donc c'est de trouver un équilibre. On a la nécessité de pouvoir régulièrement amener des jeunes joueurs auprès de l'équipe professionnelle, à la fois parce qu'il faut avoir une continuité dedans, et puis pour l'aspect économique également. Donc c'est toujours de trouver un juste milieu entre tout ça. On l'avait eu avec Salis Abdoul Samed à l'époque où on était en Ligue 1, il n'avait pas joué les 2 années de Ligue 2, il s'est retrouvé titulaire en Ligue 1. Bon, il se fait solliciter par un club nettement plus huppé que nous, il souhaite partir. C'est pas facile d'arriver à tout de suite remettre un joueur dans le bain, un joueur qui souhaite réellement partir. Non pas, en fait, c'est ça qu'il faut bien se rendre compte, et c'était le cas sur ces différentes années, non pas qu'il n'aime pas le club ou qu'il n'a pas de respect pour le club et ses coéquipiers ou les coachs, mais c'est parce que lui, il a une carrière à mener et qu'il se rend compte parfois avec d'autres joueurs que ça peut être court parce qu'il peut y avoir une blessure, parce qu'un joueur qui fait le choix de rester dans son équipe actuelle, il peut moins jouer, voire pas jouer, même sans blessure, et puis sa cote perd, et puis les sollicitations de l'été suivant ne sont pas du tout les mêmes que celles de l'été d'avant. Donc tout ça rentre en ligne de compte. Et puis je parlais aussi de l'entourage, les décisions qui sont aussi mises en place par l'entourage également, qui rentrent en ligne de compte. Donc ça fait beaucoup de critères dans lesquels on navigue pour se dire, notre objectif, c'est d'arriver à pouvoir amener de plus en plus de jeunes joueurs, comme on le fait cette année, qui ont la capacité d'y être aussi. Et bien évidemment, il faut qu'ils soient prêts pour y être. Pas trop tôt non plus, parce qu'il faut faire attention aussi à cet aspect-là, c'est notre responsabilité. Ça peut parfois être compliqué, un jeune joueur qui est mytho sur le terrain et qui est en difficulté dans la tête, et s'il fait son premier mauvais match et qu'il se retrouve le week-end suivant avec la réserve, etc., c'est dur à vivre. Donc on n'est jamais sûr à 100%, mais on a aussi cette responsabilité-là vis-à-vis des jeunes joueurs de les mettre au bon moment. Mais il y a le double élément qui rentre en ligne de compte. L'aspect économique, ça c'est certain. Dans la situation actuelle, étant qu'on est dans ce cycle de droit télé-là, le déséquilibre est tellement important que ça va nécessiter aussi de pouvoir soit faire comme on l'avait fait sur la post-formation, puisqu'il y a quelques années, quand on est arrivé,
On s'est aussi dit qu'au centre de formation, on avait assez peu de joueurs capables de se retrouver sur le terrain en Ligue 2 ou en Ligue 1 et d'être exposés. C'est pour cette raison qu'on avait aussi travaillé la post-formation, principalement africaine, avec l'arrivée de Salis Abdoul Samed, d'Alidou Sedou notamment, pour se dire il nous faut un petit peu de jeunes joueurs pour pouvoir les exposer, s'ils avancent, s'ils y arrivent, pour ensuite pouvoir les revendre et retrouver des équilibres économiques. Le deuxième point important, on va dire, du projet, comme je le disais, c'est la partie infrastructure. Et donc sur la partie infrastructure, bon, il y a trois éléments sur lesquels on a travaillé principalement. Le centre de formation, à l'extrême, j'ai envie de vous dire, c'est pas nous, hein, c'est Claude Michy auparavant, avec son alter ego de l'ASM, qui ont eu cette idée novatrice et qui reste toujours, même si il a été visité à plusieurs reprises par notamment des villes où il y a des clubs de rugby et des clubs de foot pour se dire tiens c'est une bonne idée, comment ça pourrait se développer, mais on se rend compte qu'il a ce double centre de formation, ce centre de formation partagé n'a pas été réitéré, mais pour nous c'est un élément qui est central aussi de ce dont on vient de parler, de la formation. Donc sur celui-ci, on a bénéficié et hérité d'infrastructures qui étaient déjà en place, notamment avec quelques évolutions, puisque One ASM va prendre aussi une bonne partie des Gravenches notamment, et donc il y a des terrains qui vont rester avec un certain nombre d'évolutions éventuelles qui sont en discussion pour le moment. Mais nous, on va bien évidemment rester là, dans ces locaux-là. On est propriétaire à 50% avec l'ASM Omnisport. Et puis l'utilisation des terrains sur lesquels on est déjà actuellement, qui vont rester à l'usage du foot à Clermont. Le deuxième point qui était important, et ça c'est le passage en Ligue 1 qui nous a permis aussi de le faire, c'est le centre de performance. On savait qu'on avait un déficit infrastructurel assez important qui parfois nous posait problème quand on a amené à recruter des joueurs ou à fidéliser des joueurs. C'est certain qu'un joueur blessé pour une longue blessure, se retrouvait à l'époque au cœur de la tribune, au niveau zéro, sans fenêtre, dans le sous-sol pour la salle de performance athlétique et ainsi de suite. Donc c'est aussi compliqué à vivre et on s'est retrouvé parfois avec des joueurs qui ont été séduits parce que projet de jeu, qualité des entraînements à l'époque de Pascal, etc., ça se savait, donc qui ont pu venir, tout en nous disant de manière assez claire que les installations étaient quand même un peu limites par rapport à ce qu'ils connaissaient. J'ai quelques anecdotes de joueurs qui sont arrivés et qui, la première fois, nous ont dit le terrain d'entraînement, mais est-ce que le vrai terrain, il sera prêt quand en fait? En gros, il est en attente, en gros, c'était un joueur qui est arrivé en hiver et qui malheureusement a bénéficié du terrain qui était quand même moindre en termes de qualité par rapport à ce qu'il connaissait de son club précédent, et il pensait qu'on était sur un terrain de repli parce que le terrain principal n'était pas utilisable. Bon, donc on s'est retrouvé, voilà. C'est une anecdote, mais qui en dit aussi un petit peu beaucoup sur la nécessité, à un moment donné, d'avoir des infrastructures de qualité pour séduire des joueurs, pour arriver à les fidéliser aussi. Ça, c'est important parce qu'arriver à garder des joueurs, c'est parfois aussi, il y a l'aspect financier, mais on sait qu'on ne peut pas lutter trop souvent sur cet aspect-là parce qu'on est plutôt dans les budgets les plus petits. À l'époque, on était en Ligue 1 ou même en Ligue 2 auparavant. Et d'arriver à ne pas pouvoir toujours lutter sur l'aspect financier, il faut pouvoir proposer d'autres choses. Et la qualité de travail, la qualité des installations, parce que c'est leur outil de travail, hein, la qualité du terrain et puis les installations de la salle de presse, de la salle de soins, tout ça, c'est un élément central. Donc, là, la Ligue 1, pour être assez clair, nous a permis aussi d'investir dans ce projet-là, qui est autour de 6,5 millions, un peu moins de 7 millions, hors taxe d'investissement, et qui nous permet de voir quand même venir sur, à mon avis, les 15-20 prochaines années. Je pense qu'on a un outil qui, si on l'entretient bien, doit permettre de rester à un niveau suffisant. Et on se rend compte que les installations qui ont été mises en place, qui sont dédiées aux pros aujourd'hui, sont largement suffisantes, vu le nombre et le volume des entraînements, pour garder un niveau de qualité permanent, y compris en hiver, en été. Alors ça nécessite aussi, c'est de l'investissement, hein, entre l'amortissement du bien, tout ce qui est fluide, etc. Le terrain, c'est un terrain alors qui est de bonne qualité, mais c'est un terrain qui est chauffé aussi. On s'est raccordé au chauffage biomasse de la ville ou de la métropole. Ce sont des investissements, on va dire, récurrents en termes de coûts de fonctionnement, mais qui sont importants aussi pour arriver à offrir les meilleures conditions d'entraînement. Et puis le stade Gabriel Montpied, ça bien évidemment, c'est avec aussi l'appui de la métropole. En arrivant, nous-mêmes, le club a investi dans la rénovation étalée sur 2 ans et demi, de tous les salons du chapiteau, de toutes les loges. Donc tout a été rénové sur la partie
la partie Gergovie notamment, et puis la métropole a accompagné à la fois pour la montée en Ligue 1, mais on a cette tribune Livradois-là qui est là depuis quelques années. Et puis on avait cette petite tribune Limagne aussi, 3000 places, mais qui vivait bien, qui était assez intéressante, qui nous a beaucoup manqué aussi la dernière année de Ligue 1. Et bien évidemment, cette nouvelle tribune qui arrive et qui va nous permettre déjà pour moi, dans un premier temps, vraiment d'apporter une plus-value sportive. D'avoir des spectateurs de ce côté-là du terrain pour les joueurs, et pour en avoir discuté assez rapidement. Dès le premier match à domicile, je me rappelle la dernière saison de Ligue 1, j'ai 2 joueurs qui sont venus me voir en me disant « on n'avait pas du tout anticipé ça, mais quand on joue à l'opposé de la tribune, où il n'y a plus ces supporters, cette tribune Limagne, ça change fondamentalement les choses. Au-delà des repères, on a parlé de repères aussi quand on fait des transversales, etc. Bon, c'est des choses qui se calent avec le temps, mais cette absence de spectateurs de ce côté-là, ça a eu un impact aussi direct. En tout cas, la sensation des joueurs était celle-ci. Donc je pense que le premier élément avec l'arrivée de cette tribune-là, au-delà, espérons-le, du développement un peu pour nous de revenus commerciaux, c'est aussi et surtout la partie sportive pour pouvoir avoir des spectateurs. Et je pense aussi, vous qui regardez le match depuis la tribune Gergovie, qu'on ne vit pas le match de la même façon quand il y a des spectateurs en face qui peuvent réagir à un tacle de l'autre côté, à un hors-jeu ou quoi que ce soit. Il y a quand même une interaction qui peut arriver entre les tribunes. Là, ce n'est pas le cas. On regarde le match sans avoir d'interaction en face. Donc voilà, sportivement, je pense que ça va nous apporter une réelle plus-value. Et puis derrière, c'est un outil qui est aussi structurant pour des années et des années parce que tout ce qui concerne le vestiaire, etc., va basculer de l'autre côté de la tribune. Donc on va avoir quand même quelque chose qui va être assez intéressant pour nous. Et puis il y a un certain nombre de places VIP, de salons. Il y a une grande coursive à l'arrière de la tribune qui va être assez intéressant pour mettre en place une fan zone, je pense. Fan zone qu'on a bougé au gré des années, puisque comme vous le voyez, le stade était quand même en mouvement assez régulièrement. Donc on bougeait un petit peu les endroits pour faire les animations pour le grand public. Là, on va quand même avoir un outil et une zone qui va nous permettre d'être beaucoup plus actifs et de pérenniser un endroit spécifique pour les supporters. Donc voilà, c'est quelque chose qui va clairement nous apporter une plus-value en termes de fonctionnement. Voilà un petit peu pour les infrastructures. Les dernières nouvelles, elle est près de quand? Elle ouvre? Sur les dernières, alors on n'a pas de nouvelles en particulier depuis d'ailleurs l'article qu'il y avait eu dans La Montagne, où ils avaient indiqué une entrée pour la reprise du championnat, ce qui était prévu. Donc on n'a pas d'autres éléments à ce jour. Pour nous, on reste sur les éléments qui avaient été transmis à l'époque auprès de La Montagne. Est-ce qu'il y a d'autres questions en particulier sur les infrastructures ou pas spécialement? Non? Vous voulez vous présenter quelques chiffres clés aussi quand on parle de formation. On parlait à notre arrivée d'un projet à long terme. Projet à long terme, ça veut dire aussi investir de manière durable. L'investissement sur le centre de formation et centre de préformation, c'est 14 millions d'euros depuis 2019. Donc ça reste quand même assez significatif, en sachant que quand on investit à l'époque en 2019, on sait que les fruits éventuels, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, pourront être récoltés éventuellement sur au-delà de 5, 6, 7 ans en fonction. Par contre, c'est quelque chose qui, à mon avis, est structurant. On voit qu'on a cette génération 2005-2006 qui est assez présente en nombre auprès des pros. On a la génération 2007-2008 qui se retrouve en play-off des U19. Donc, on va se dire, on est au-delà, je pense, d'une génération un peu exceptionnelle. Et puis derrière, il y a un vide, il y a un creux. On n'est pas dans ce cas-là. On est plutôt dans la régularité. Sur le U17, il y a une génération 2009 où on a vraiment des joueurs intéressants aussi. Donc voilà, je pense que c'est une régularité également. L'apport des partenaires cette saison, c'est pour donner un petit peu une image entre la dernière saison de Ligue 2 avant les saisons coupées par le Covid notamment, mais 2018-2019 c'était 1,5 million d'euros à peu près le chiffre d'affaires lié aux revenus partenaires. Donc partenaires, c'est sponsoring, hospitalité notamment. Là on a vu qu'on a quand même évolué, on a 2 750 000 euros cette année. 3,6 millions la perte de droits TV en Ligue 2, ça c'est entre la dernière saison de Ligue 2 et la situation actuelle. Donc on pourra revenir sur l'aspect financier, mais c'est quand même assez significatif quand on nous annonçait des revenus
Voilà, on parlait d'1 milliard d'euros à un moment donné, et ainsi de suite. Donc, une hausse significative de ces revenus à 4,7 millions. Finalement, on termine aujourd'hui sur 2025-2026 à 1,1 million. Ça, c'est un montant qui est indiqué hors aide à la relégation, dont on bénéficie encore cette année. On bénéficie d'1 million supplémentaire d'aide à la relégation cette année qu'on n'aura plus l'année prochaine. Et donc les revenus de droits télé de l'année prochaine, qui seront impactés par le retrait de Bein du 9e match. Donc il y a quand même autour de 80 millions d'euros en moins dans les revenus de la Ligue par rapport à ce retrait-là. La perte de l'indemnité que DAZN versait suite à la rupture du contrat qui était enregistré sur cet exercice 2025-2026 fait que le nombre d'abonnés Ligue 1+, ou en tout cas l'ensemble des revenus de Ligue 1+, doivent être amenés à compenser ces deux pertes-là. Est-ce que ça sera le cas ou pas, on le verra, pour pouvoir bénéficier de ces revenus d'1,1 million de droits télé. Donc ça reste aussi incertain. Donc on peut dire que c'est presque dans le meilleur des cas, où on arriverait à ce niveau-là de revenus de droits télé domestiques pour la Ligue 2. Nombre d'abonnés aussi, pour donner un petit peu... alors avant Covid, notre dernière année de Ligue 2, on était à 560 abonnés, là on est à 1250 abonnés, même si bien évidemment on a baissé le nombre d'abonnés sensiblement par rapport à notre période Ligue 1, mais on voit qu'on a quand même réussi à créer un flux de supporters qui est aussi important. Après, les frais de fonctionnement du centre de performance et d'amortissement ici, donc quand on prend l'amortissement puis l'ensemble des frais, notamment des fluides, ça va du ménage à l'électricité, au chauffage du terrain, à l'entretien du terrain également, etc. C'est 920 000 euros par an, donc ça c'est sûr que ces infrastructures-là qu'on est amené à développer, sur lesquelles on a fait des investissements, ça crée aussi par rapport à la période précédente des coûts annuels et des charges annuelles qui sont incompressibles. On peut enlever le chauffage, on peut moins tondre, mais à un moment donné, il faut rester raisonnable pour avoir des infrastructures de qualité. Et puis, oui, de donner, alors il y avait eu un article dernièrement aussi, le nombre de spectateurs en moyenne sur cette saison-ci par rapport à notre dernière saison avant Covid en Ligue 2, donc 4 800 spectateurs pour 2 800 spectateurs. Donc on se rend compte aussi que ce passage par la Ligue 1 probablement, et puis peut-être cette identification au territoire avec les jeunes du centre de formation ou autres, font qu'on a quand même plus de spectateurs, même si, sincèrement, j'en espérais quand même plus. Maintenant, on sait qu'on est sujet aux aléas de la partie sportive également. Il ne faut pas se leurrer, c'est aussi la dynamique sportive qui permet de faire venir un petit peu plus de monde, mais on a quand même un noyau à la fois d'abonnés et de spectateurs qui reste un peu plus important que notre dernière période de Ligue 2. 4800, c'est que pour l'équipe professionnelle. Oui, c'est ça. C'est la moyenne de spectateurs depuis le début de saison, en sachant qu'on a eu... mais bon, on arrive vers la fin de saison maintenant, donc la moyenne commence à être un peu plus significative, mais on a reçu Saint-Étienne. C'est 10 000 Saint-Étienne et voilà. 6 500 à peu près Montpellier. Donc ça... Voilà, donc ces deux-là, et c'est sûr que la moyenne est un petit peu moins élevée, mais comme à l'époque, alors j'ai plus en tête en 2018-2019, alors il n'y a probablement pas Saint-Étienne, mais il y avait toujours une ou deux affiches, je me rappelle de matchs contre Lens où on avait quand même bien rempli le stade, peut-être pas de manière aussi significative à 10 000 places, d'autant plus qu'on n'avait pas à l'époque les 10 000, puisqu'il n'y avait pas la tribune Livradois, ou en tout cas elle faisait que 600 places. Mais je pense qu'on a quand même développé. Après, c'est charge à nous de continuer à développer le nombre de spectateurs, le nombre d'abonnés. Bon, ça se fera aussi par les résultats et la dynamique sportive, on le sait. Eu égard à la place que représente le football dans toutes les régions, parce que si on ramène le nombre de spectateurs, la moyenne, rien que sur le département du Puy-de-Dôme, 665 000 habitants, je fais le calcul, ça fait un taux de pénétration de 0,6%. C'est pas très fort. Je sais pas. Pour les autres équipes, tu as fait les taux de pénétration aussi ou pas, non, pour regarder? Non, je regarderai pour les autres. Ouais, parce que j'ai pas d'idée pour savoir si... de là à se dire qu'il faut qu'on ait plus de monde au stade, je pense. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a l'aspect sportif, il y a les infrastructures également. Et on peut espérer que cette nouvelle tribune va quand même offrir des capacités en termes de parking, parce qu'on connaît la situation actuelle, enfin depuis le mois de septembre sur le parking, ça a un impact aussi important, faut être clair. Aujourd'hui, se stationner autour du stade pour le grand public, c'est compliqué. Donc les parkings, les installations aussi, ça va de la restauration grand public, un peu la fan zone, le fait d'être assis dans des conditions un peu plus intéressantes. On espère que ça va pouvoir avancer. Après, vous on avez aussi prévu une opération d'amorcer, de faire quelque chose de particulier justement avec le lancement de la nouvelle tribune? Pour l'instant, pas encore, parce que la date définitive de livraison de la nouvelle tribune
n'est pas connu. Donc en fonction de la date définitive, on se dit que c'est le début de saison, premier match. Le calendrier, on ne l'a pas encore. Est-ce qu'on sera en capacité de pouvoir mettre en place quelque chose avant sur un match amical ou est-ce que ce serait à ce moment-là, au moment du premier match de championnat? Ça offre des perspectives différentes en termes d'animation et on n'a pas le calendrier non plus, on ne connaît pas éventuellement l'adversaire. Donc pour l'instant, pour nous, ça reste... Une opération éventuellement plus large au niveau de l'abonnement, des abonnements pour essayer de séduire un public beaucoup plus large. Ouais, alors les abonnements, ça c'est un sujet sur lequel on est justement en train de travailler. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être ceux qui vont vouloir rester dans la tribune un peu historique, qui ont leurs habitudes là, les nouveaux qui vont vouloir essayer cette nouvelle tribune. Comment on va être en capacité de pouvoir toucher des personnes supplémentaires ? Je pense que c'est à nous aussi à faire quelques démarches supplémentaires pour aller chercher des publics un peu différents. Et ça, c'est un vrai travail de fond à mettre en place. Après, les abonnements, on en a perdu un peu, on le savait avec la descente, ce qui est relativement logique. Maintenant, je pense qu'on a la matière à pouvoir développer un petit peu cet aspect-là, parce que quand les spectateurs viennent, et on le voit aussi sur les jeunes générations, ils ne vivent pas nécessairement le foot ou le spectacle de la même façon que les personnes qui ont entre 40 et 50 ans. Que ce soit les matchs qui sont regardés à la télé, ou que ce soit lors des compétitions directement. Ils viennent pour participer à un ensemble, une ambiance. C'est pour ça que je parlais de fan zone et d'expériences un peu différentes. Ça peut participer aussi à séduire à la fois les familles, c'est des choses qu'on met en place aussi assez régulièrement, des animations autour des familles, des jeux pour les enfants et ainsi de suite. C'est des choses qu'on fait depuis des années maintenant, mais qu'on pourra faire dans des conditions peut-être un peu différentes. Et donc je pense que c'est ça aussi, c'est d'arriver à se dire qu'il y a le spectacle en soi, mais il y a tout ce qui est autour du spectacle, toutes les animations, pourquoi les gens viendraient et pourquoi ils reviendraient finalement de manière assez régulière. Donc les sujets des abonnements, c'est les sujets sur lesquels on est en train de travailler à l'heure actuelle pour trouver ainsi un bon équilibre. Après, le sujet d'une opération entre guillemets de lancement du nouveau stade, c'est beaucoup trop tôt aujourd'hui pour pouvoir se positionner. De toute façon, vous seriez en capacité éventuellement de demander l'hypothèse du maintien à jouer la première ou la deuxième journée de championnat à l'extérieur pour éventuellement... Oui, il y a des souhaits qui sont notifiés auprès de la Ligue. Chaque club donne des souhaits. Auparavant, il y avait des souhaits qui pouvaient être assez libres. Aujourd'hui, les souhaits sont quand même orientés par rapport à des conditions d'infrastructure notamment. Donc là, on prend le cas, on a demandé à jouer notre premier match à domicile à l'extérieur. Potentiellement le deuxième aussi, parce qu'on pourrait se dire que s'il faut décaler, on pourrait très bien avoir les deux premiers matchs à domicile, parce qu'on voit maintenant de manière assez régulière 2 matchs de suite à domicile ou 2 matchs de suite à l'extérieur. Ça peut être une possibilité. Tu parlais du partenariat avec la métropole sur cette tribune. Oui. Où vous avez regardé comme nous les résultats des dernières élections. Ça change quelque chose pour vous, ça ? Vous aviez des relations de confiance avec la majorité en place ? Oui, on a toujours des relations de confiance, alors à la fois avec les élus, mais aussi avec les équipes, les collaborateurs de la métropole, que ce soit la direction des sports, notamment, qui est notre interlocuteur principal. Donc il y a du changement au niveau des élus. Ça s'est toujours bien passé, on va dire, avec la métropole, parce qu'ils ont eu aussi conscience que notre objectif est de pouvoir développer le club, de pouvoir essayer de faire rayonner le territoire au niveau national, et même à l'époque on était en Ligue 1 au niveau international, parce que le foot a quand même une emprise mondiale assez importante, surtout quand on reçoit parfois des stars de certaines équipes. Donc notre objectif est clair, c'est d'arriver à développer le club et d'appuyer toujours sur cet ancrage territorial, notamment avec le centre de formation, la formation des joueurs ici. Donc pour moi, il n'y a pas de raison qu'il y ait de changement majeur. Bien évidemment, il y aura probablement, en tout cas pour les élus, des nouveaux interlocuteurs qu'on ne connaît pas pour le moment. Est-ce qu'au niveau des équipes des sports, il va y avoir des changements ou pas ? J'en ai aucune idée, l'avenir nous le dira, mais je pense que l'infrastructure en elle-même, c'est une infrastructure qui est vraiment super intéressante pour le club, qui pour moi permet aussi avoir un stade, même si on sait qu'il y a le stade Marcella de Michelin, mais qui est dédié au rugby, avoir un stade de cette importance-là dans une agglomération comme Clermont, pour un sport, mais qui n'est pas uniquement dédié au football, mais pour un sport comme le foot, qui est quand même un sport universel par excellence,
je pense que c'était important. Et donc pour nous, ce stade-là, c'est une capacité à pouvoir continuer à développer le club, parler d'infrastructures pour le centre de performance et d'entraînement des pros, pour le centre de formation. Le stade fait partie aussi pleinement de la capacité au club à se développer et d'avoir aussi une visibilité en termes de territoire importante. Donc bon, l'avenir nous le dira, mais pour moi, il n'y a pas de raison de penser qu'on sera dans des situations fondamentalement différentes avec les élus. Pas d'autres questions en particulier sur les chiffres clés? Je voulais juste faire un petit point, c'est important, on a parlé du passé, du projet qui a été mis en place. On peut parler là des équilibres financiers de demain, puisque, vous le savez tous, mais je veux dire, le foot français de manière générale est rentré quand même dans une crise profonde et inquiétante, hein, pour être assez clair. Les droits télé qui représentaient un pourcentage assez élevé du chiffre d'affaires des clubs, en tout cas pour les clubs non qualifiés en compétition européenne, les droits télé sont en baisse colossale, risquent pas de remonter à courte échéance. Il y a un nouveau cycle qui pourrait débuter en 2029, donc ça c'est assez lointain, donc ça nécessite pour les clubs d'arriver à trouver des sources de revenus, ou trouver des rééquilibrages financiers importants. Ça passe par parfois une économie et de réduire certaines charges, tout en se disant aujourd'hui qu'il n'était pas question d'arrêter certains pans d'activité comme la préformation, comme la formation qui est au cœur du projet, mais d'essayer à la marge de réduire un petit peu les éléments. On sait aussi que le premier centre de coût d'un club de foot, c'est la masse salariale, notamment sur la partie joueur. Alors quand on parle de masse salariale, ça comprend le staff technique des pros, enfin le staff de manière générale des pros, ça comprend aussi le centre de formation, les jeunes joueurs du centre de formation. Je parlais de contrat aspirant, contrat stagiaire tout à l'heure, ça rentre aussi dans la masse salariale aussi les administratifs. Donc on sait qu'on arrive également dans une fin de cycle. Pourquoi ? Parce que on s'est retrouvé lors du mercato, pas de cet été, mais de l'été précédent, après la descente en Ligue 1, à reconstruire un groupe avec des éléments financiers qui étaient à l'époque minimum 4,5 millions de droits télé, mais probablement plus par rapport aux négociations. Et puis on a appris fin juillet, début août de mémoire qu'on ne serait plus du tout dans ce schéma-là. Donc on a des engagements qui ont été pris, alors à la fois avec des joueurs qui étaient en Ligue 1 avec nous et qui avaient des salaires de Ligue 2, mais qui avaient été basés aussi sur des droits télé qui étaient ceux existants à l'époque. Et même on s'était engagé avec des joueurs sur un cycle de 2 ans avec des niveaux de salaire qui correspondaient aussi aux droits télé qui étaient normalement plus classiques. Bon, il s'avère qu'entre-temps, on s'est retrouvé avec une baisse importante des droits télé. Aujourd'hui, arriver à contrer cette baisse importante de droits télé, il y a 2 possibilités. Soit il y a une entente de manière générale entre les clubs français pour essayer d'avoir une redistribution. Alors quand on parle de redistribution, les clubs de Ligue 1 sont aussi fortement affectés par les droits télé, tout comme nous. Maintenant, il y a les droits domestiques et il y a les droits internationaux. Et il s'avère que les droits domestiques sont partagés entre tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 notamment. Les droits internationaux, les droits issus des Coupes d'Europe sont partagés exclusivement entre les clubs qui sont en Coupe d'Europe. Donc une des pistes de travail qui a pu être notifiée, mentionnée ces derniers mois au sein des différentes instances, collège de Ligue 2, collège de Ligue 1, etc., c'était de solliciter les clubs qui sont en Coupe d'Europe pour leur dire bon, vous êtes dans une dynamique aussi différente parce que la Ligue des Champions, etc., sont plutôt sur des niveaux de revenus et de droits télé qui sont déjà sensiblement plus élevés, mais qui sont aussi en forte progression, de manière régulière après chaque cycle, de se dire comment on pourrait arriver à essayer de retrouver une forme d'équilibre et de solidarité. Ça peut passer par, prenons un exemple, l'abandon pour les clubs européens des droits télé domestiques et de se limiter uniquement aux droits européens, ou alors de se dire une partie des droits européens peut revenir auprès des clubs français autres pour pouvoir essayer de donner un coup de main. Bon, pour l'instant, force est de constater qu'il n'y a pas d'avancement de ce côté-là. Et qu'il n'y en aura peut-être pas. Donc on est nécessairement, nous, clubs individuels, dans l'obligation de pouvoir un peu se réinventer, ou en tout cas de trouver des solutions. Il n'y a pas énormément de solutions. Aujourd'hui, des clubs comme le nôtre, c'est-à-dire qui avons centre de formation, préformation, une équipe pro, des infrastructures, etc., hors vente de joueurs, c'est relativement difficile de descendre en dessous de 7 millions d'euros de déficit.
Ça, c'est dans le meilleur des cas, si on arrive à garder un staff compétent, d'avoir quelques contrats de jeunes joueurs au centre de formation, d'avoir une masse salariale qui est revue nécessairement, mais de toute façon c'est revu dans l'ensemble des clubs puisque les salaires en Ligue 2 ou en Ligue 1 sont aussi en baisse assez sensible, quels que soient les clubs, même parfois certains clubs où c'est assez surprenant. Mais c'est une tendance de fond. Ça, c'est la première possibilité, diminuer un petit peu les charges, essayer d'aller chercher des sources de revenus supplémentaires. Maintenant, on sait qu'on est loin de pouvoir compenser du jour au lendemain une perte de 3,5 millions qui est en plus des revenus nets. Les droits télé, ce sont des revenus, vous n'avez aucune charge en face, c'est des revenus absolument nets. Développer un peu les revenus commerciaux de manière supplémentaire, aller chercher un petit peu plus de billetterie d'abonnés, mais on reste quand même assez loin de pouvoir compenser ça. Les deux recours qui peuvent exister, c'est recours à l'actionnaire. Alors ce qui s'est passé au début de cette saison pour garantir une partie de la saison avec 5 millions d'euros qui ont été apportés et puis 2 millions de comptes courants qui ont été abandonnés. Et puis sinon, c'est la variable d'ajustement, c'est les ventes de joueurs. Donc ce sont les revenus qui sont issus des droits de mutation, en sachant que quand il y a 7 millions de déficit à pouvoir compenser, si vous n'avez pas des revenus, d'intervention de la part de l'actionnaire, 7 millions, ça veut dire vendre un peu plus. Pourquoi ? Parce que les joueurs, quand vous avez un jeune joueur qui vient d'une académie ou d'un club X ou Y, il y a un pourcentage à la revente pour l'académie notamment, au moment de sa signature dans un autre club. Donc si vous vendez un joueur 3 millions, il n'y a pas 3 millions qui arrivent. Il y a les contributions de solidarité aussi pour les joueurs étrangers. Il y a 5% du transfert qui est enlevé et reversé aux différents clubs qui l'ont formé depuis l'âge de 12 ans, etc. Donc, pour arriver à compenser 7 millions d'euros, il faut probablement, suivant les joueurs, on sait qu'un joueur qu'on forme chez nous a forcément, on n'a pas à reverser à l'ancienne académie, mais probablement autour de 9 millions, 8 millions et demi, 9 millions et demi dans cette fourchette-là de vente de joueurs, ce qui est quand même extrêmement élevé. Dans un championnat de Ligue 2 où il y a une exposition qui est la Ligue 2 et pas la Ligue 1, et avec aujourd'hui des clubs de Ligue 1 qui ne sont plus obligatoirement acheteurs comme ils l'étaient, ou en tout cas un nombre de clubs acheteurs un peu moins élevé. Donc il faut continuer à s'ouvrir sur le marché international, mais avec des contraintes aussi. Donc chaque année, on peut être soumis à ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il a eu l'occasion d'en parler dans les médias, le propriétaire est à la recherche depuis quelques temps d'investisseurs pour arriver à accompagner le projet, pour financièrement apporter un appui supplémentaire sur les prochaines années, continuer à développer. Les clubs qui n'ont pas de centre de formation sont aujourd'hui plutôt sur des 3 à 4 millions d'euros de déficit, sur des clubs qui sont plutôt bien gérés, alors qu'auparavant ils étaient de l'ordre de 500 000, 1 million, donc bon an, mal an, ça faisait, ils arrivaient à vendre un joueur, ce qui était notre cas avant l'arrivée aussi. Avec Claude, on était dans ces équilibres financiers-là. On arrive toujours à vendre un joueur pour équilibrer les comptes. Bon, quand on est à 3-4 millions d'euros, ou voire à 7 millions, qu'on se retrouve par exemple dans la situation qu'on a vécue cette année avec peu de ventes de joueurs cet été, voire très peu et cet hiver, on fait un exercice comptable qui n'est pas compensé par les ventes de joueurs. Donc, voilà, il y a quand même une période qui s'est ouverte, à la fois pour nous, mais pour l'ensemble du foot français, qui est quand même une période un petit peu complexe, qui va nécessiter des actionnaires aussi, un actionnaire de qualité, capable de pouvoir subvenir aux besoins de fonctionnement et à l'équilibre financier. Alors ça vaut pour nous, ça vaut pour d'autres clubs. Je pense que si vous avez dû le faire, passer quelques coups de fil. La question de la recherche d'investisseurs, elle est en Ligue 2 en tout cas, et en Ligue 1 un petit peu, mais elle est très présente chez beaucoup de clubs, tout simplement. Donc pour nous, cet avenir-là, c'est quelque chose qui est important. Donc finalement, le travail qu'on a mis en place au niveau du centre de formation depuis des années, qui commence à porter ses fruits, c'est peut-être une forme de bouffée d'oxygène qui peut être amenée financièrement, mais qui sera peut-être pas suffisante pour arriver à compenser les déficits annuels que l'on peut avoir sur des clubs comme les nôtres, qui sont comme Amiens par exemple. Voilà, Amiens est un club plus ou moins similaire ou neutre en termes d'infrastructure, de centre de formation, de coûts et d'équilibre financier. Donc, pour être bien clair, si j'ai bien compris les chiffres, il y a un déficit cette année de 7 millions, compensé par 5 millions d'apports
Et 2 millions d'abandons de créances Non, ça c'est ce que j'indiquais, c'est le déficit que j'indique, c'est un déficit prévisionnel pour une année lambda. En gros, pour l'année prochaine, il faut s'attendre à ce niveau-là de déficit, en ayant travaillé un petit peu sur les charges et certaines optimisations, en ayant travaillé aussi sur la masse salariale, on arrive à ce niveau-là. Cette année, on est sur un déficit qui devrait plutôt osciller autour de 8 millions d'euros. Oui, alors, quand on parle des 5 millions de comptes courants d'associés, ce n'est pas quelque chose qui vient... D'un point de vue purement comptable, il y a eu 2 millions d'euros qui ont été abandonnés, de comptes courants d'associés abonnés. Ça rentre comme étant un produit. Donc ça a un impact sur les 8 millions, qui auraient été 10 millions de déficit. Les 5 millions sont du compte courant d'associés, donc c'est de la trésorerie. Ça n'a pas d'impact comptable sur les pertes notamment. Mais c'est plutôt pour se projeter sur l'année à venir. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait une révolution au niveau des droits télé, donc, sauf à ce qu'il y ait un accord, comme je le disais, entre clubs pour essayer de redistribuer. Et si tant est qu'il y ait un accord un jour, il faut voir la hauteur des redistributions. Ça sera probablement aussi, pas anecdotique, mais relativement limité. Ça ne permettra pas de compenser les déficits, notamment. Donc oui, à partir de la saison prochaine, on est plutôt sur ce niveau de déficit. S'il n'y a pas d'investisseurs, s'il n'y a pas de vente à ce niveau-là, parce que les clubs ont du mal à trouver, c'est quoi la stratégie en fait pour les clubs pour s'en sortir quelque part, quoi? Les clubs ont... Alors, on ne peut pas parler directement de la situation financière des autres clubs, même si on sait que la tendance est importante. Pour le Clermont Foot, c'est le recours à l'actionnaire. À un moment donné, c'est ça la réalité de la situation. La vente des joueurs, en fait, il y a deux éléments. Il faut savoir que quand on va à la DNCG, on présente à la fois le bilan de l'année à venir, mais aussi et surtout le prévisionnel de l'année qui va venir. J'ai dit le bilan de l'année passée, pardon, et le prévisionnel de l'année à venir. L'objectif de la DNCG, avant tout, c'est d'essayer de faire en sorte de maîtriser aussi l'équité des compétitions sur un sujet, l'aspect financier. Il n'y aurait rien de plus difficile que d'avoir un club qui, dans le courant d'une saison, vient à s'arrêter faute de moyens financiers, parce que ça engage un certain nombre de recours. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on garde les résultats déjà acquis face aux autres équipes? Est-ce qu'on a... Bon bref, c'est un peu compliqué. Donc la DNCG, son objectif premier, c'est de se dire, sur l'année à venir, comment vous arrivez à équilibrer les comptes et avoir une trésorerie suffisante pour tenir toute l'année jusqu'au 30 juin suivant. Et dans ce cas-là, sur la présentation des comptes qui sont faites, on présente un certain volume prévisionnel de transfert de joueurs. Ça reste que de la présentation, hein. C'est aussi de l'hypothétique. Un joueur qui vient être présenté dans la liste finalement qui ne partirait pas parce qu'il ne souhaite pas partir, parce qu'il se blesse, et puis finalement c'est un autre qui part, et ainsi de suite. Donc il y a une présentation qui est faite. Cette présentation-là, elle a vocation à trouver un équilibre financier. Et la DNCG nous dit, peut-être à juste titre désormais, vous me présentez des éléments qui sont hypothétiques, parce que là on est au mois de mai ou au mois de juin, je dois valider votre inscription en Ligue 2 ou en Ligue 1. Maintenant, ce que je veux, c'est avoir une forme de sécurité. Si vous ne faites pas les ventes que vous avez prévues pour équilibrer vos comptes, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes prêt à vous engager? Oui. Alors, il y avait des engagements qui étaient de cet ordre-là auparavant. Là, aujourd'hui, ce qu'ils demandent, c'est de préfinancer. C'est pour ça qu'on avait parlé des 5 millions d'euros, notamment, et de l'abandon des 2 millions. C'était aussi ça, la DNCG, qui a dit, voilà, pour l'équilibre financier, moi, ce que je vous demande, parce que je ne sais pas si vous allez faire les potentielles ventes cet été, on vous demande de pouvoir préfinancer. Et donc, ça passe par cet aspect-là, c'est-à-dire de se dire, au moment de la présentation à la DNCG, il faut que les actionnaires des différents clubs arrivent avec un certain nombre d'arguments, de garanties, qui peuvent être donnés, qui peuvent aller, suivant la demande de la DNCG, au versement effectif des fonds sur les comptes des clubs bloqués, et puis aller vers des garanties autres qui peuvent exister en fonction, en sachant que la DNCG peut aussi être amenée, quand il y a des fonds qui peuvent être bloqués pendant un certain temps, en fonction du mercato que vous faites l'été, des rentrées d'argent et des équilibres financiers que vont donner la saison, vous dire, écoutez, une partie des comptes qui ont été bloqués, on accepte que vous les libériez parce que finalement vous avez bien réalisé les ventes, plus ou moins, que vous avez pu faire, et finalement on va peut-être vous demander de garder une seule partie des fonds concernés. Donc voilà, il y a une vraie démarche proactive aussi de la DNCG sur ce sujet-là. Donc ce qu'on peut dire à nos auditeurs ou ceux qui nous lisent, c'est que l'année prochaine, le président s'engage sur ces fonds
à maintenir le Clermont Foot à un niveau malgré un déficit si tous les éléments conjoncturels ne vont pas dans le bon sens, quoi. Moi, je ne peux pas m'engager pour le propriétaire. Là, vous me dites que c'est ce que vous avez compris de l'échange. Non, moi, j'explique les grands principes. Aujourd'hui, on est encore au mois de mars. Il y a des éléments qui peuvent avancer. Il y a des sollicitations qu'il peut y avoir sur des joueurs. Parce que parfois, quand vous allez voir la DNCG, vous pouvez aussi leur présenter soit des intérêts, soit éventuellement des transferts déjà réalisés, qui seront enregistrés qu'à partir du mois de juillet, mais qui sont fermes et définitifs. Donc aujourd'hui, le principe, c'est simplement d'expliquer qu'il y a forcément pour la saison prochaine un déficit qui sera présenté, comme les autres clubs, et que la DNCG va solliciter de notre part soit des éléments matériels et des faits sur des transferts de joueurs effectifs, soit des garanties que devront apporter les actionnaires. Maintenant, on sera, voilà, je pense qu'on va passer au mois de juin, c'est généralement au mois de juin la DNCG. Moi, c'est pas quelque chose sur lequel je peux m'engager, moi, au titre du club. C'est-à-dire que l'année prochaine, il y aura une forte baisse de la masse salariale? Il y aura une baisse un peu naturelle de la masse salariale parce qu'on a beaucoup de joueurs qui sont aussi en fin de contrat, qui étaient venus sur un cycle de 2 ans, qui avaient été aussi recrutés il y a 2 ans pour certains, avec des niveaux de salaire ou des équilibres de salaire qui correspondaient au marché de l'époque, et qui correspondent probablement plus au marché actuel. Donc ça va nécessairement faire baisser la masse salariale. Forte, ça dépend ce qu'on peut appeler fort. On est en train de finaliser un petit peu la partie là pour voir globalement. Après, ça va dépendre aussi du recrutement, c'est les négociations. Je pense que c'est un marché qui met du temps parce que quand les salaires baissent, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, il y a toujours un peu un temps d'ajustement. Et on l'a vu l'été dernier, notamment, quand on a dû retravailler certains dossiers. Bon, il y a des fois des dossiers qui se finalisent en fin de mercato parce que les joueurs, ayant un certain salaire sur leur ancien cycle, considèrent que c'est ce salaire-là qui est la norme de Ligue 2. Bon, tout doucement, en se rendant compte des salaires qui se pratiquent désormais, les choses faisant leur chemin, les joueurs intègrent aussi cette partie-là. Donc il va y avoir, oui, une baisse de la masse salariale. On savait déjà au mois de mars l'année dernière que les finances d'Ajaccio et de Martigues étaient en grosse difficulté. Ça s'est effectivement confirmé puisque les clubs ont disparu. Ouais. Est-ce que vous avez entendu des choses sur des clubs qui seraient peut-être dans des difficultés similaires aujourd'hui en Ligue 2? Non, contrairement à l'année dernière, on n'a pas d'éléments ou d'informations concernant des clubs qui seraient éventuellement en difficulté. Non. Après, pour avoir discuté avec plusieurs dirigeants de clubs, on sait que ça reste compliqué. Maintenant, quelle est la situation réelle des clubs? Il pourrait y avoir des surprises au moment de la DNCG, notamment, des passages DNCG, parce que c'est là le coup près. Alors, soit il y a une difficulté financière de trésorerie avant la fin de saison, et là, ça commence à être compliqué, soit c'est le passage DNCG qui va permettre de valider ou pas. Mais moi, à mon niveau, je n'ai pas entendu de choses de la sorte. Voilà un petit peu sur la présentation que je voulais faire. Maintenant, si vous voulez qu'on évoque quelques autres sujets, n'hésitez pas. Valérie, tu as la réduction de la masse salariale, vous avez parlé que des joueurs. Il n'y a Oui. pas de réduction par ailleurs dans les équipes Non, alors pour être assez transparent, sur le centre de formation, bon, c'est une tendance un petit peu générale, on aura un peu moins de contrats aspirants ou de contrats stagiaires, ce qui ne nous a pas empêché de recruter des joueurs sous forme de convention notamment. Donc le recrutement des jeunes qui est quand même bien avancé, puisque ça se fait quand même nettement en amont des pros. Il n'y a pas une différence assez importante. On a réussi à faire le recrutement qu'on souhaitait, avec un peu moins de contrats aspirants. Alors ça dépend aussi des générations. Pour le cas de la génération 2009, on a pas mal de contrats aspirants parce qu'on a réussi à obtenir l'accord d'un certain nombre de joueurs qu'on considère aussi à potentiel. Et donc sur cette nouvelle génération qui arrive, on a un peu moins de contrats sur les jeunes joueurs. Au niveau du staff technique, si on parle du centre de formation, on a quand même un staff qui n'est pas pléthorique, qui est suffisant pour avoir des bons résultats, mais on n'a pas de personnes en trop nécessairement. Donc on est quand même dans une démarche de pouvoir prolonger aussi un certain nombre de contrats avec ces membres du staff. Donc voilà, sur la masse salariale, ça va plutôt agir sur les joueurs pros et un petit peu sur les staffs occasionnellement, quoi. Et ça agit sur les joueurs du centre de formation avec un peu moins de nombre de contrats.
est-ce qu'il peut y avoir moins de contrats professionnels aussi? Donc il y aura des salaires moyens moins importants l'année prochaine. Est-ce que le nombre total de pros peut baisser? Le nombre de contrats pro peut baisser. Alors on se rend compte cette année, si vous venez voir les entraînements, qu'il y a en ce moment beaucoup de joueurs. Alors on n'a plus trop de blessés, et tant mieux. Par contre, avec les jeunes joueurs qui sont arrivés, qui ont pris peu à peu la place et qui se retrouvent à être, pour certains d'entre eux, titulaires, certains n'étaient pas nécessairement prévus non plus au début de saison pour prendre déjà du temps de jeu cette année et se retrouver assez régulièrement sur le terrain. Ce qui fait que ça nous a gonflé un petit peu l'effectif. Ce qui n'est pas facile en soi, en termes d'entraînement. Quand vous avez 28-30 joueurs à l'entraînement, c'est compliqué aussi de pouvoir mettre en place ce que vous voulez pour le coach et pour le staff. Donc l'idée de la réduction en soi, le potentiel, c'est pas guidé uniquement par la partie financière, c'est surtout pour pouvoir offrir au staff un groupe généralement, que le staff soit autour de 24-25 joueurs. Ça, c'est généralement de manière assez claire ce que souhaitent les coachs notamment. Et on n'est pas à l'abri que l'année prochaine, on ait d'autres jeunes joueurs qui viennent à pousser, et puis de se retrouver avec un groupe qui s'élargit dans le courant de la saison. Ça serait aussi plutôt bon signe pour nous. Ça veut dire que le travail qui est au centre de formation est de qualité, et puis tout doucement, il y a des jeunes joueurs qui arrivent pour prendre le relais derrière. Est-ce que vous craignez d'avoir à subir la concurrence des championnats étrangers, notamment pour vos plus jeunes joueurs dans les prochaines saisons? Les championnats étrangers, alors, parler des jeunes joueurs qui sont pros, des jeunes pros actuels ou... Ouais. Sur les jeunes pros, oui. Enfin, aujourd'hui, quand on voit les listes de recruteurs, parce qu'ils demandent des places pour venir, alors certains viennent incognito, on va dire, mais demandent des places pour venir. Quand on voit les listes des scouts de clubs qui viennent depuis le mois de janvier, février, où il y a quand même un peu plus de jeunes joueurs par rapport au début de saison, on voit qu'il y a une différence assez marquante, notamment avec des clubs étrangers. Donc on sait que ce sont des joueurs qui sont suivis. Aujourd'hui, l'information est diffusée partout. Un jeune joueur qui vient mettre le pied en Ligue 2, enfin dans un club pro sur le terrain, il est tout de suite identifié par des clubs, des cellules de recrutement, qui vont le suivre en vidéo au début, puis qui vont, en fonction de l'intérêt et des besoins pour leur effectif la saison suivante, rapidement aussi venir l'observer, à domicile, à l'extérieur, dans les conditions différentes, dans les positions éventuellement différentes, etc. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait quand même des sollicitations sur certains joueurs, c'est sûr. Après, c'est toujours la même chose. Quel projet on a construit avec le joueur à quel moment, et quel est le niveau des sollicitations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut y avoir des sollicitations pour des projets que le joueur il n'y a pas un intérêt majeur. Il est content de l'intérêt, mais sans déterminer que c'est vraiment un projet pour lui qui est vraiment structurant dans sa carrière. Il y a d'autres projets où parfois le joueur est vraiment accroché dessus. À juste titre ou non, après c'est l'avenir qui le dit, mais je pense que oui, on aura des sollicitations, parce qu'il y a déjà eu des contacts qui ont eu lieu aujourd'hui sur certains jeunes joueurs. Est-ce que vous craignez l'exil de nombreux talents dans les prochaines saisons aussi, quand on peut penser et son attractivité? C'est certain qu'avec le niveau des droits télé, je laisse de côté les clubs qui sont qualifiés en Coupe d'Europe, qui bénéficient de revenus quand même sensiblement plus élevés. Nécessairement, on est déjà aujourd'hui en difficulté pour lutter face à des clubs étrangers sur des sujets qui sont relativement simples. Il y a des différences en termes de cotisations sociales, patronales et salariales qui sont absolument démentielles avec d'autres clubs. Ce qui fait qu'entre le net que le joueur a dans sa poche dans un pays X, le net qu'il a dans sa poche chez nous, le coût total pour le club est sensiblement différent. Donc ce qui fait qu'à l'étranger, ils sont en capacité de pouvoir offrir dans beaucoup de pays des salaires nets d'impôts nettement supérieurs aux nôtres, alors que leur coût total est inférieur au nôtre sur le salaire qu'on a proposé aux joueurs. Donc on sait que déjà de manière générale, on se retrouve en difficulté. Ça, c'est des choses qu'on a pu voir à l'époque en Ligue 2, mais qu'on a beaucoup vu en Ligue 1, parce qu'on s'est retrouvé à aller chercher des joueurs au niveau international par rapport à des moyens financiers un petit peu limités. Donc on a parfaitement connu cet aspect-là. Maintenant, c'est certain qu'ils ont des capacités financières, enfin beaucoup ont des capacités financières qui sont sensiblement plus élevées que les nôtres. Fort heureusement, les joueurs aussi, alors ça dépend aussi du joueur en lui-même, de son encadrement, de son entourage, mais l'idée de construire une carrière structurée, elle est aussi importante. Est-ce que c'est à 19 ans ou 20 ans qu'on va faire uniquement le choix financier? Peut-être, peut-être pas, ça dépend, et parfois ça peut fonctionner. On voit aujourd'hui pas mal de jeunes joueurs qui partent en Arabie Saoudite, ce qui n'était pas le cas auparavant, où on se disait, bon voilà, c'est plutôt pour la fin de carrière.
certains d'entre eux peuvent être partis et vont revenir dans le cursus européen et ne sont pas partis pour une fin de carrière là-bas à 19 ou 20 ans. Qui a la bonne réponse, c'est difficile à dire, mais ça fait partie forcément, à un moment donné, de la réflexion. Le projet sportif pour le joueur, l'aspect financier aussi. Donc, de manière générale, je pense que oui, le foot français restera toujours un pays formateur, et peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier, parce qu'on doit passer par la formation. Former des jeunes joueurs, c'est aussi avoir la capacité d'avoir des jeunes pros qui se retrouvent sur le terrain. Alors, on a dépensé beaucoup pendant des années de formation, mais en termes de salaire, les premiers salaires en Ligue 2 sont aussi progressifs en fonction des matchs joués, et un jeune joueur a aussi un coût moins élevé qu'un joueur un peu plus expérimenté. Alors il n'apporte pas les mêmes choses, etc. Donc c'est un équilibre à trouver, mais c'est le double effet. On se retrouve, même si ça coûte en termes d'investissement pour la formation, on se retrouve à pouvoir baisser un peu la masse salariale grâce aux jeunes joueurs et potentiellement générer des revenus liés à leur transfert futur. Donc je pense que la formation française va continuer à se développer. Maintenant, la capacité des clubs à pouvoir garder les jeunes talents français à des 18, 19, 20 ans, ça paraît aussi plus compliqué. Alors, il n'était pas forcément prévu de vivre une saison aussi difficile. Tout le monde le reconnaît, vous, les entraîneurs, oui. Les joueurs, ils sont déçus. Est-ce qu'une réflexion sera menée en fin de saison sur le maintien ou pas des entraîneurs, si vous sauvez Eric Rack ou si vous jouez les barrages, ou est-ce qu'ils ont un blanc-seing déjà pour l'année prochaine? Non, il n'y a pas de blanc-seing pour l'année prochaine. Comme je le disais, on a un process de suivi, d'accompagnement de Sébastien, on met la candidature au BEPF. Il reste 6 matchs. On sait qu'aussi sur les 6 matchs, pour moi, on a notre destin en main. Déjà, on a 5 points d'avance, on a le goal average qui est un peu plus positif. Et puis, on va rencontrer 3 équipes qui sont des équipes de notre championnat, Grenoble, Bastia, Nancy, dont 2 à domicile. Aujourd'hui, on a notre destin en main, on doit être en capacité de pouvoir se maintenir. Si on ne le fait pas, c'est qu'on aura loupé quelque chose forcément. Donc la réflexion, elle sera lancée à un moment donné. Je pense qu'il faut aussi voir comment ces matchs-là vont se dérouler. Il y a le fait de se maintenir, bien évidemment, il y a le contenu aussi. On voit qu'on a quand même des choses qui avancent au fur et à mesure des mois, même si, comme dit, il y a encore des étapes à passer. Donc c'est un ensemble d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais il n'y a ni blanc-seing, ni un autre entraîneur qui est déjà dans les cartons. On n'est pas du tout dans ce schéma-là. Je pense qu'il faut continuer à observer et à travailler en confiance avec les coachs. Il ne faut pas qu'aujourd'hui les coachs se retrouvent dans une situation à se dire j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ce n'est pas le cas. Je pense qu'on a la capacité de pouvoir se maintenir, à la fois par rapport à la qualité du groupe, du staff, mais aussi par rapport aux opposants contre lesquels on doit jouer. Maintenant, ces 6 matchs-là vont aussi être importants pour la suite du projet. Vous êtes quand même d'accord? Il faut dire qu'il y a quand même une déception globale sur le parcours de la saison. Oui, mais sur les deux, on peut le dire de manière assez claire, les 2 saisons restent aussi une déception. Parce que les dirigeants, le travail des dirigeants, c'est aussi de choisir des personnes, des hommes, etc. Ce cycle de 2 ans qui fait suite au départ en retraite de Pascal Gatien n'est pas une réussite, on le sait. Alors il faut mobiliser tout le monde comme la saison dernière pour se maintenir parce que c'est plus important que tout. Mais forcément, de manière générale, le Clermont Foot est un club qui doit, par rapport à ses infrastructures, son histoire et son budget, qui doit plutôt viser la première partie de tableau que la deuxième. C'est si on se base sur le long terme. Et ça, on ne l'a pas atteint. Donc ça crée forcément un peu de déception. Pour se projeter sur la saison prochaine, vous avez dit que la masse salariale allait baisser naturellement par des joueurs qui sont en fin de contrat, généralement plus âgés, enfin en tout cas c'est le plus âgé du groupe. Ça veut dire qu'on va encore rajeunir ce groupe-là avec 14 joueurs de formation. Comment ça va être un effectif encore plus jeune pour l'année prochaine? Non, pas nécessairement. L'idée est d'avoir un effectif plus équilibré en termes d'âge. Je m'explique. On a beaucoup de jeunes joueurs, notamment issus du centre de formation, de post-formation, qui ont entre 18 et 21, 22 ans. On a des joueurs expérimentés ou très expérimentés, de l'autre côté, un peu au-dessus de 29, 30 ans. Et on a peu de joueurs qui sont dans cette tranche un peu intermédiaire,
24, 28 ans, qui sont des joueurs aussi importants dans un équilibre d'effectifs. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi rééquilibrer l'effectif la saison prochaine pour avoir des joueurs un petit peu de différents âges et de différentes expériences. On aura peut-être un peu moins de joueurs au-delà des 29-30 ans, mais c'est aussi pour pouvoir rééquilibrer. Donc c'est pas nécessairement plus de jeunes joueurs. Je pense qu'on a déjà pas mal de jeunes joueurs. On sait aussi que sur les jeunes joueurs, il faut parfois leur laisser du temps, il faut accepter qu'il peut y avoir des petites erreurs, il faut accepter que les performances d'un match sur l'autre puissent être un peu différentes, il faut leur laisser le temps d'appréhender le niveau et puis d'emmagasiner de l'expérience aussi pour avoir une régularité dans leurs performances, mais c'est plutôt un rééquilibrage aussi dans les tranches d'âge de l'effectif pour la saison prochaine. Parce que globalement, les joueurs âgés qui sont venus, c'était aussi des anciens du Clermont Foot. C'est une stratégie qui n'a pas forcément marché, j'ai l'impression. À part Famara Diédhiou aujourd'hui qui fonctionne bien. Oui, il y a Famara oui, qui fonctionne bien et qui nous a, faut le dire, aussi beaucoup manqué sur la première partie de saison, hein, où il était absent et blessé pendant pas mal de temps. Et puis même quand il a rejoué, il n'était encore pas complètement prêt quand il a rejoué. Donc on voit l'importance aussi d'un joueur comme Famara quand il n'est pas là également. Le choix de faire revenir d'anciens joueurs, ça peut être aussi, ça peut comporter deux éléments. Un, sont des joueurs dont on connaît la personnalité, l'état d'esprit et parfois l'amour pour le club aussi. Deux, c'était l'idée d'amener une certaine expérience. Après, sur certaines positions, on a aussi des jeunes joueurs qui, je pense à Eladj Koné, qui n'était pas nécessairement prévu pour prendre du temps de jeu cette année, et encore moins dans cette position de latéral gauche ou de piston gauche alors qu'il est milieu de terrain, et qui finalement prend un petit peu de place à Vital Nsimba qui était revenu aussi pour pouvoir essayer de s'imposer de ce côté-là, ce qui était prévu. Donc il y a aussi des circonstances qui ont fait que ça peut fonctionner un peu plus avec un ou avec l'autre. Dans l'équilibre d'un vestiaire, il y a à la fois ce qu'on voit sur le terrain, la performance, mais il y a aussi ce qui se passe hors terrain, sur l'entraînement la semaine, sur la vie de groupe, et c'est important d'arriver à constituer aussi un groupe qui soit assez diversifié et qui soit assez focus sur des objectifs aussi. Juste une question sur l'image du Clermont Foot. Il y a quelques années, c'était le petit club qui n'a pas de moyens, qui arrive à récupérer des joueurs avec des balances de transfert qui étaient toujours positives parce que les joueurs qui venaient étaient soit libres, etc. Donc ça, c'était vraiment l'ADN et qui correspondait un peu à notre logo avec le Vercingétorix qui lutte avec peu de moyens, etc. Après, il y a eu la phase où on a trouvé un technicien qui était aussi en adéquation un peu avec nous, c'est-à-dire humble, qui travaille et qui en plus a quand même un certain talent pour développer une idée de jeu qui allait au-delà du résultat au départ, quoi. Aujourd'hui, c'est sûr qu'en termes de structure, votre travail est énorme, hein. Enfin, je veux dire, il y a quelques années, si on nous avait dit on goûtera la Ligue 1, on aura un centre d'entraînement, un centre de formation, voilà, on a passé un cap. Mais aujourd'hui, je trouve que sur les 2 dernières saisons, on a du mal à se projeter vers une image du club qui serait un petit peu en adéquation avec les valeurs du territoire. Est-ce que ça, c'est juste une vue extérieure où vous dites, c'est vrai que ça fait 2 ans, au-delà des résultats, on a du mal à peut-être à donner une image un peu différente après tout ce qu'on a connu, hein. Enfin, la Ligue 1 et tout ça, ça a quand même bouleversé les choses, quoi. Vers quoi on va en fait avec le Clermont Foot aujourd'hui? Oui, je pense que l'image ou l'ancrage territorial, il est présent. Enfin, nous, on s'en rend compte au quotidien aussi, dans les relations, comme je le disais, qu'on peut entretenir avec les clubs partenaires, etc. Donc l'image du Clermont Foot a quand même évolué. On le voit sur les jeunes générations également. On voit ce qu'on ne voyait pas auparavant, des jeunes porter les maillots du Clermont Foot à l'école, en ville ou autre. Donc il y a quand même des choses qui se sont développées favorablement. Après, on a ce cycle-là dans lequel on est, de 2 ans, qui, par rapport au porte-étendard de l'équipe pro, démontre que on n'est pas dans une situation qui est très favorable. Forcément, les résultats ne sont pas au niveau et on a fait les erreurs, en fait, tout simplement, comme j'ai envie de dire, comme dans une entreprise classique, si vous nommez un directeur commercial ou un autre domaine qui ne correspond pas à 100% à ce que vous voulez mettre en place, vous devez assumer nécessairement ces erreurs-là. Et ça en fait partie. On est là pour aussi nommer les gens et arriver à avancer. Donc l'objectif, c'est d'arriver à essayer de refaire en sorte que le club, en tout cas en termes de perception extérieure, soit plus aligné avec
avec, entre guillemets, ce qui peut être réellement, c'est-à-dire les relations qu'on peut entretenir sur le territoire et ainsi de suite, qui ne sont pas obligatoirement visibles du grand public, mais d'arriver à retrouver ça, donc de revenir dans le travail, dans l'humilité, la nomination notamment de Sébastien Mazera, entre autres, avec Grégory Promont, mais c'est quelqu'un du cru, qui connaît le territoire, qui connaît parfaitement le club, qui aime le club et qui est prêt, qui est prêt à travailler dur pour arriver à remettre en place, et qui a aussi ces valeurs-là qui sont importantes. Donc ça a fait partie de cette volonté d'arriver à retrouver un peu de stabilité sur le groupe professionnel, mais ça tient aussi parfois à certaines perceptions extérieures qui ne correspondent pas à 100%. Je ne dis pas que c'est pas... Quand on a une perception, c'est bien qu'il y a des éléments qui correspondent, mais qui ne correspondent pas nécessairement à 100%, des relations qu'on peut entretenir sur l'ancrage local, territorial, sur l'image du Clermont Foot auprès des on va dire un peu des amateurs de foot de manière générale. Après, c'est certain que le fait d'être monté en Ligue 1 était déjà assez extraordinaire par rapport à nos moyens. Cette seconde saison où on finit 8e, elle a sûrement fait, au niveau du grand public, fait en sorte de considérer que le club était déjà arrivé, qu'on se retrouvait en Ligue 1, qu'il y aurait une pérennité en Ligue 1, alors qu'on connaît la fragilité aussi de clubs de notre taille pour la Ligue 1, et on sait que ce sont des cycles aussi sur les groupes professionnels. Et du coup, ça a créé forcément de la déception après de se retrouver en Ligue 2, d'être passé de ce niveau-là, et de se retrouver en Ligue 2, plutôt à jouer le bas de tableau sur 2 saisons. Donc ça crée un peu de frustration, ça crée un petit peu d'usure ces 2 saisons-ci. Et on considère que les éléments qui ont fait notre réussite ne sont plus là, ce qui est vrai, mais je pense qu'on n'a pas tout perdu. C'est aussi ça ce que je voulais dire. Je pense qu'il y a quand même des bases qui existent derrière. Moi, quand il y a eu un certain nombre de sorties médiatiques en disant le club à l'abandon ou autre, moi, ce qui m'a fait le plus de peine, c'est les collaborateurs, quel que soit leur domaine d'activité, que ce soit au centre de formation, les administratifs ou autres, qui le lendemain viennent me voir en me disant mais c'est pas possible, comment on peut laisser dire ça, parce qu'en interne, ils savent qu'ils se dévouent au quotidien pour travailler, pour faire grandir le club, qu'il y a un travail de fond qui est fait depuis des années, et de pouvoir sortir des propos comme ça, sans même avoir accepté l'invitation pour venir, c'est quand même très éloigné de la réalité qui est vécue par les collaborateurs et par aussi un certain nombre d'acteurs du monde du foot au niveau régional. Pour revenir à la thématique du recrutement, c'est une période à l'heure actuelle où vous devez forcément travailler sur la saison à venir. Il y a eu un changement avec le départ des responsables en début de saison. Comment ça se structure aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des évolutions à attendre de ce côté-là? Ouais, aujourd'hui, on a trois collaborateurs expérimentés sur le recrutement. Je parle de la partie pro, qui sont des collaborateurs qui sont là depuis des années. Nicolas Sierklewski et Michel Augier étaient là avec Philippe à l'époque, Philippe Beaujois était là à l'époque avant qu'il parte en retraite. Et on a Tariq aussi Eladi, qui est un collaborateur expérimenté qui a fait Nîmes, Montpellier, etc. auparavant. Montpellier. Ouais. Il est originaire de Montpellier, il habite sur Montpellier, il était à Nîmes aussi. Donc c'est 3 collaborateurs, 3 recruteurs qui sont expérimentés, qui ont du réseau. Et donc en fait le travail continue finalement comme avant, c'est-à-dire la capacité à détecter les joueurs, à suivre les matchs. La coordination est faite aussi. On a un jeune qui est issu du club, ancien éducateur, qui s'est formé le recrutement, etc., qui accompagne aussi la méthodologie, un petit peu la structuration pour le suivi. Donc ça n'a pas changé fondamentalement les éléments. L'idée, c'est surtout de pouvoir rapprocher le staff technique de la cellule de recrutement. Que ça ne soit pas uniquement 2 personnes qui décident, le coach et le responsable du recrutement, mais d'arriver à faire en sorte qu'on ait une décision qui soit plus collégiale. Moi, je considère que plus il y a d'avis, moins on a de chances de se tromper, même si ce n'est pas du 100% le recrutement, mais de se dire qu'on ait plus d'avis. Donc d'intégrer aussi, et ça c'est le management de Sébastien Mazera et de Grégory Promont, d'intégrer par exemple les adjoints dans l'analyse. Pourquoi? Parce que la cellule de recrutement va travailler les profils des joueurs de manière structurée, que ce soit en France ou à l'étranger, va croiser les informations. Un recruteur qui aura vu un joueur, l'autre recruteur va voir, et ainsi de suite. Et une fois qu'il y a une uniformité sur l'intérêt pour le joueur au sein de ces recruteurs-là, les joueurs sont présentés auprès du staff technique qui eux-mêmes travaillent ensuite dessus. De telle sorte que, comme on le faisait avec Pascal Gassian auparavant, c'est exactement ce fonctionnement-là,
il y ait une continuité, une uniformité, une décision commune qui soit prise en intégrant un certain nombre d'acteurs dans la prise de décision. Alors avant la prise de décision finale, il y a bien évidemment une rencontre avec le joueur, une récolte d'informations aussi auprès de ses anciens coéquipiers, ses anciens clubs, etc. Bon, bref, il y a une enquête aussi. Donc, l'objectif, c'est de trouver des joueurs de qualité, mais aussi des personnalités qui correspondent à ce que l'on est à Clermont, en termes de valeurs de travail, d'engagement, qui sont prêts à s'ancrer dans un projet également. Une question sur cette opération un peu cœur ouvert ce matin. Pourquoi vous avez voulu faire ça aujourd'hui? Vous êtes quelqu'un qui s'exprime peu habituellement. Alors c'est pour compenser l'absence, la discrétion d'Ahmed Schaeffer, ou c'est Nicolas qui vous a mis un pistolet sur la tempe? Ouais, sans pistolet, il a réussi. Mais... Non, en fait, c'est aussi... je le disais tout à l'heure, Oui, non, mais je disais tout à l'heure, il y a parfois certains médias qui transmettent des informations et qui ne correspondent pas nécessairement à la réalité. Et lors des discussions que je peux avoir avec parfois des supporters, le grand public ou même des partenaires, la question revient, peut-être influencée par rapport à des informations médiatiques, mais la question revient en disant ouais, mais en fait, c'est quoi le projet? Et donc je pense que c'est nécessaire de faire peut-être un petit peu régulièrement, ce qu'on ne fait pas. Il faut être d'accord aussi sur le fait qu'on ne le fait pas suffisamment, mais peut-être d'expliquer que un projet pour un club de foot, en tout cas tel que nous on le voit, c'est pas uniquement de se dire on est en Ligue 2, on joue le haut de tableau, ou on se maintient, ou on est en Ligue 1, on essaye de se maintenir. C'est comment on essaye de construire un développement à long terme, parce que on sait qu'on est dans le quotidien et que le vendredi on a match, et puis on finit le match, soit on est content, une bouffée d'oxygène, soit il y a de la déception et on repart pour une semaine jusqu'au vendredi avec une forme de pression qui s'installe. Et que parfois il faut aussi pouvoir ressortir et expliquer qu'il y a des choses qui sont faites, qu'il y a une ligne directrice de fond qui existe, et qui, à mon avis, est importante, et peut-être encore plus aujourd'hui avec la problématique de droit télé qu'on connaît, d'avoir basé ce développement sur la formation, ça a encore plus de sens, mais de pouvoir s'exprimer aussi sur cet aspect-là pour que, quand j'ai un supporter qui m'en parle ou un partenaire qui m'en parle, il y en a sûrement derrière 10 ou 15 ou 100 qui se posent la même question. Et donc de se dire qu'on est là aussi pour présenter un peu ce qu'on met en place, même si on est d'accord pour dire que ces 2 saisons-ci sont des saisons qui sont difficiles aussi, alors que le reste avance plutôt bien. Donc c'était un peu ça l'idée, c'est pour cette raison que j'ai sollicité le président pour pouvoir m'accorder d'intervenir et de présenter ça. Et on a besoin aussi de communiquer de manière un peu plus régulière. Sinon, des nouvelles de M. Schaeffer? Oui, je l'ai au téléphone régulièrement, et d'autres membres de l'équipe également. Hein. Comment il vit cette 2e saison? Je pense de la même façon que les supporters, que les différents collaborateurs. Ce sont des saisons qui sont plus compliquées. On espérait pouvoir vivre une saison un peu plus sereine que l'année dernière. Dans la situation actuelle, elle l'est un peu plus que l'année dernière, où on était en difficulté et on ressentait aussi que c'était compliqué dans le jeu. Là, je ne dis pas que c'est extraordinaire, mais sur les derniers matchs, à 3, on perd peut-être un point quand même sur une faute assez grossière sur Cedouceau. C'est comme ça fait partie du jeu. Contre Pau, on a l'occasion de prendre l'avantage. Comment aurait été le match, on ne le sait pas, et on va surtout pas se tirer sur Famara avec tous les coups de main qu'il nous donne. C'est comme ça fait partie du jeu. Donc on sent qu'on n'est pas très loin, mais que parfois c'est encore pas suffisant. Donc il y a quand même dans le contenu des éléments qui sont rassurants, dans la vie de groupe aussi. Et ça, c'est important de le ressentir. Nous qui sommes en contact avec les joueurs, tout simplement directement, pour ressentir ça. Mais la saison, il la vit aussi de manière difficile, forcément. On espérait avoir une saison un peu plus sereine. On n'a pas été capable, malheureusement, de le faire. Tu parlais tout à l'heure de la recherche d'investisseurs. Est-ce que le Clermont Foot, aujourd'hui, est attractif pour un investisseur? Est-ce que vous avez des pistes, des négociations? Oui, alors, je disais qu'il y a plusieurs clubs de Ligue 2 qui sont dans cette recherche-là. Le foot français n'est peut-être pas dans sa période d'attraction la plus importante, donc ça c'est un des éléments à prendre en compte, parce que quand vous avez des investisseurs étrangers qui veulent créer
Alors soit pour ceux qui font du multi-club ownership, mais qui veulent avoir un club de foot, ils commencent par regarder dans quel pays on pourrait potentiellement aller. La France n'est pas obligatoirement, avec la problématique des droits télé, les crises de gouvernance qui viennent tous les 6 mois, enfin, n'est pas probablement un acteur majeur. Par contre, sur le club en lui-même, oui, parce que je pense par rapport à certains clubs qui recherchent, on a des arguments, et notamment je parlais des infrastructures et de la formation des jeunes. C'est aussi des éléments qui sont assez significatifs par rapport à certains autres clubs qui sont assez significatifs pour d'éventuels investisseurs qui se disent « Ok, on a un projet tel qu'il peut être présenté, il y a de la cohérence au fil des années, il y a cette incertitude de maintien qui rentre en ligne de compte forcément, parce qu'investir dans un club en national ou en Ligue 2, ce n'est pas la même chose. Donc il y a cette incertitude-là qui rentre en ligne de compte, mais on va dire le contenu du projet en soi est plutôt vu de manière Concrètement, vous avez cohérente. des touches? Il y a des échanges, je suppose, comme d'autres clubs doivent en avoir également, mais aujourd'hui, il n'y a, il y a rien de finalisé. Le président a dit qu'il cherchait un actionnaire ou un partenaire minoritaire. Donc ça donne un peu l'impression de l'extérieur, c'est je garde la majorité, c'est moi le patron et je cherche quelqu'un qui m'amène un peu d'argent. Ah, il avait dit minoritaire Oui. Ah oui, j'ai plus en tête. Il l'a dit, donc c'est minoritaire, c'est dans la tête. Il t'a dit à toi ou publiquement? Parce que j'ai plus le rappel. On l'a écrit, oui. Ah, ok. Minoritaire. Ok, bon. Qui souhaitait garder le leadership. Ouais, bah, Après, les choses ont peut-être évolué. c'est une possibilité. Hein. Les choses ont peut-être évolué. Oui, après, l'objectif reste quand même de pouvoir s'appuyer sur un acteur qui permette de continuer à accompagner le développement du club. Parce que si c'est plus minoritaire, ça veut dire qu'il lâche la bride, c'est pas la même chose. Bah, qu'il lâche la bride, c'est... Après, même en minoritaire, on peut voir... Enfin, en fait, le principe du minoritaire, c'est quoi? C'est de se dire, OK, j'ai 51%, c'est moi qui décide à la fin. Après, la décision, ça peut être très large. Demain, un acteur minoritaire qui est un spécialiste du domaine du sportif ou du foot directement peut très bien avoir, dans le cadre d'une convention, la main. Alors je dis ça, il n'y a rien du tout qui existe, hein, mais c'est juste simplement pour expliquer, pour avoir la main sur le domaine sportif et puis le reste est géré par ailleurs. Il y a des choses qui peuvent exister même de manière minoritaire dans le cadre de pacte. Après, minoritaire, c'est clairement pas facile de trouver des investisseurs dans ce cadre-là, parce que s'attendre à ce que quelqu'un finance le club, et ça peut arriver, il peut y avoir des situations, mais finance le club tout en laissant la main, le pouvoir de décision complet à d'autres, quel que soit le monde, on ne parle pas que du monde du foot, hein, on parle du monde de l'entreprise de manière générale. C'est certain que ce sont des situations qui ne sont pas non plus faciles à trouver. Là, l'objectif dans lequel c'est plutôt d'arriver à trouver un acteur qui accompagne, qui permette de continuer à accompagner le développement du club. Un peu comme Aston Villa, le fonds qui détient Aston Villa avec Annecy, ce que vient de faire Annecy. Oui, alors ça n'a pas été, enfin c'est sorti dans la presse, mais il n'y a pas eu d'annonce. L'idée c'est qu'en il n'y a pas eu d'annonce. Axé sur la formation. Oui, alors on prend le cas puisque Annecy cherchait des investisseurs, mais Annecy n'a pas de centre de formation. Nous, on peut le voir en connaissance de cause, ça doit être la 9e ou la 10e année, c'est la première génération suivie que l'on a. Donc on sait qu'entre la construction du centre, la difficulté à recruter lors des premières années, parce qu'en fait, quand vous êtes un jeune centre de formation, les bons profils ne courent pas vers vous. Il y a une incertitude, qu'est-ce qui va se passer, comment on est formé, et ainsi de suite. Donc, nécessairement, les premières années, on a plus de difficultés à capter des profils jeunes avec un certain potentiel, et ça se fait au fur et à mesure du temps. Une fois que certaines actions crédibilisent, la Coupe Gambardella nous a permis notamment d'apporter une certaine crédibilité. Le fait de mettre des jeunes joueurs chez les pros, c'est aussi de rassurer les parents pour se dire « Ok, j'ai peut-être un autre club un peu plus huppé, un peu plus clinquant que le Clermont Foot, mais peut-être que le chemin pour arriver à être pro est plus facile au Clermont Foot parce qu'ils offrent plus l'opportunité d'être exposés jusqu'au niveau des pros. » Donc c'est aussi une certaine continuité. Les clubs qui ont des projets qui parfois évoluent, alors la formation peut rester la même, mais le coach qui évolue, on passe d'un coach qui fait jouer que des joueurs expérimentés à un autre coach qui fait plus jouer des jeunes. Bon, ce sont tous des éléments qui rentrent en ligne de compte dans les prises de décision. Donc voilà, pour revenir par exemple sur Annecy ou d'autres clubs qui cherchent des investisseurs qui n'ont pas de centre de formation, c'est aussi que arriver à faire en sorte que le centre de formation commence à générer des revenus entre guillemets
et à amortir l'investissement qui est fait, ça met une période longue. C'est vraiment des projets de long terme. Donc il y a toujours cet intérêt-là, cet échange-là. Peut-être moins mis en avant parce qu'on a moins de joueurs finalement exposés dans ces championnats ou dans ces équipes-là. Ça tient aussi au fait que un certain nombre de jeunes joueurs ici nécessitaient un temps de développement plus tôt à Clermont, et que finalement pour certains c'était un peu plus vite que ce qu'on pouvait prévoir parce que du temps de développement ils sont passés à se retrouver plutôt sur le terrain et parfois être aussi performants sur le terrain. Donc voilà, c'est en fonction des années aussi, le nombre de joueurs à prêter là-bas peut être différent, quoi. Puis globalement, à part Mohamed Cham, il n'y a pas de joueur de Lustenau qui est revenu à Clermont et qui a eu un gros temps de jeu, ou en tout cas un titulaire. Si cette association, elle a marché notamment sur Cham, mais... Oui, alors Abdelhabalal est passé par Lustenau, par exemple. Même si, paradoxalement, lui a peut-être eu un peu moins de temps de jeu à Lustenau qu'il n'en a ici, mais il est passé aussi par Lustenau. Alors, il y en a d'autres, mais qui sont... Enfin, on va dire que les échanges avec Lustenau étaient sur plusieurs niveaux. On prend un cas précis, on a Brian Texera qui est issu du centre de formation ici, qui a signé pro chez nous, qui avait été prêté de mémoire à Orléans, Concarneau, et qui à un moment donné a été aussi prêté à Lustenau, puis transféré définitivement à Lustenau, et qui ensuite fait l'objet d'un achat à Sturm Graz. Donc il y avait aussi l'idée pour nous, pas que de développer des jeunes joueurs qui reviennent chez nous, qui réussissent, mais d'arriver aussi à trouver des solutions dans l'accompagnement de jeunes joueurs qu'on a formés qui n'ont pas nécessairement réussi ici. Voire de jeunes Français, on prend le cas de Hakim Guenouche par exemple, et père du défenseur central qui est maintenant en Allemagne à Magdebourg, qui était à Saint-Malo, qui était capitaine de Saint-Malo à l'époque, Jean Hugonnet. Avant de partir à Lustenau, ils ont été essayés ici, nous, au centre de formation, avec l'équipe réserve, etc., pour donner un avis technique et les proposer à Lustenau. Et eux, par exemple, ont réussi une belle carrière. Hakim Guenouche est parti à l'Austria de Vienne. Maintenant, Jean Hugonnet, qui était à Saint-Malo, au National 2 auparavant, il joue en D2 allemande à Magdebourg. Donc c'est aussi un partenariat qui n'avait pas un seul sens ou un seul objectif, on va dire. Maintenant, on va voir. On a Amine Bouchena qui est là-bas et qui fait plutôt une belle saison. La saison prochaine, l'idée, c'est de voir, lui, ça lui a permis sûrement de passer un cap dans un environnement différent, dans un jeu différent, un coach différent, etc. Passer un cap et puis de voir si, en revenant à Clermont la saison prochaine, il est capable de s'imposer, en fait. Ça peut être une optique. Donc des fois, c'est pas nécessairement le nom. Mais sinon, c'est vrai, Mohamed Cham, Abdelhabalal, je pense que c'est les deux, entre guillemets, les deux seuls qui ont réussi à un moment donné à s'imposer concrètement en étant titulaires à part entière. Monsieur Revan Keita, là, justement, qui nous parle de la Turquie, en fin de saison. Il y a une option d'achat. Comment ? Il y a une option d'achat, donc il faut... Quand est-ce qu'elle doit être levée ou pas ? Alors, les options, elles sont calées sur souvent entre le 10 et le 15 juin. Enfin, entre le 1er et le 15 juin. C'est-à-dire une fois que les saisons sont finies, mais avant l'éventuel retour ici. Il fait une saison, il avait besoin de changer d'environnement, Habib. Donc il fait une saison plutôt correcte. Il joue régulièrement dans un club qui finalement joue milieu de tableau, milieu haut de tableau. Donc c'est bien pour lui, hein. C'est top. Donc vous espérez une vente là ? Oui, là il lui reste de mémoire 1 an. Lui, il n'envisage pas de revenir à Clermont. Il avait besoin de... Voilà, après l'épisode, il a eu du mal à digérer l'épisode Ligue 2. Il avait besoin de s'épanouir dans un autre environnement. Donc oui, lui en fait partie. On conclut, on arrête. Bon, je trouve que c'était... Merci.